le feedback, c'est vraiment un cadeau. Dans le sens que si je te dis un feedback, c'est pas parce que je te critique ou quoi que ce soit. C'est plus que je prends de mon temps pour formuler, puis regarder ce que tu fais, puis formuler, tu sais, comment tu pourrais t'améliorer, puis tout. Puis c'est comme vraiment... Il faut que tu le vois. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Yansu Girard, Senior Staff Product Designer chez Honeybook, une plateforme de gestion business pour les professionnels indépendants. On jase de son parcours de carrière assez impressionnant, qui l'a amené de Québec à San Francisco, à Tel Aviv, à New York, des différences de culture tech entre ces places-là, de tips and tricks au niveau UI UX pour les SaaS, mais aussi pour ceux qui veulent faire carrière là-dedans, d'évoluer dans les compagnies aussi grosses que Wix, où elle a passé un bout, de l'impact de l'AI sur sa profession et de plus encore. Ah, puis Yansu me dit aussi ce qui lui manque le plus du Québec après au-dessus de 10 ans comme expat. Alright, on passe au show. Let's go! Yansu Girard, bienvenue sur Ça se passe. Merci beaucoup, Frank. Honnêtement, je suis trop contente d'être là. Sérieux, que tu m'as offert, je suis trop contente. Ben écoute, c'est réciproque. Pendant les moments qu'on t'a à Québec, ouais. Je voulais saisir une de ces opportunités-là de t'attraper et de t'amener en studio. Puis here we are. Fait que pour le monde qui ne te connaisse pas déjà, ton nom, ton rôle, puis ton profil de professionnel en tech, mettons. Ouais. Mon nom, c'est Yansu. Je viens de la ville de Québec. J'ai grandi ici. Puis en ce moment, je suis Senior Staff Product Designer. Toute ma carrière, j'ai été tout le temps Product Designer. Puis j'ai comme varié un peu entre management, IC, management IC. Puis là, tu me pognes dans un moment que je suis IC. Ouais. Puis je suis basée à New York en ce moment. Ouais. Puis c'est pas mal ça. J'ai fait un peu le tour du monde, là. On peut en parler un peu, mais ouais, j'ai été un peu à travers plein de pays. Puis IC, pour ceux qui peuvent peut-être se demander, c'est Individual Contributor. Fait que c'est, ben moi, je me penche la tête puis je fais ma job. J'exécute des tâches, je construis, mais je gère pas nécessairement d'autres personnes ou d'autres équipes. Non, exact. C'est plus comme... ben si je gère du monde, c'est comme plus en mentorship, là. Je vais comme guider du monde qui sont un petit peu plus junior. Mais sinon, pas d'HR. Puis heads down work, mais aussi vraiment beaucoup de genre stratégie, je dirais. Fait que je travaille vraiment proche de mon CPO, mettons, ou genre head of, pour des stratégies. Puis pour qui t'es Senior Staff Product Designer en ce moment? Ça s'appelle Honeybook. C'est une compagnie de... C'est comme un CRM style SaaS pour aider les petites business à gérer leurs entreprises. Mais qu'est-ce qui nous différencie comme d'autres entreprises, c'est que c'est vraiment pour des compagnies de services. Ouais. Fait que mettons que t'es un photographe, un genre MSP style, puis tu donnes un certain service qui a une date précise. Fait que mettons, j'ai un projet avec toi, puis la date de delivery, c'est une date précise, ben Honeybook, c'est pour toi. Tandis que si je vends, mettons, un produit, ben c'est pas vraiment pour toi. OK. Make sense. Ouais. Puis, peux-tu me balancer une couple de chiffres sur Honeybook pour les gens qui ne connaissent pas? Je pense que tu avais... Je sais pas si tu les as dans ta tête ou dans je les ai mémorisés. Okay. C'est depuis 2012 qu'on est fondé. Okay. Fait que ça fait un petit bout. Ça a commencé vraiment petit. Ça a été fondé à San Francisco. Ouais. Dans la Silicon Valley par deux fondateurs qui étaient un couple. Qui est quand même intéressant. Puis, ça a 140 millions de ARR. Ouais. Puis on est 300 employés maintenant. Honnêtement, dans la dernière année, ça a vraiment grossi. Là, on a passé, quand moi j'ai joint, ça fait 1 an et demi, là, on était 200 employés. Puis là, déjà, on est 300 en 1 an. Là. C'est pas une compagnie publique, right? C'est pas une compagnie publique, non. Il y a eu plusieurs rounds de founding. Ouais. On va pouvoir checker un peu la genèse de cette compagnie-là plus tard. Mais c'est ça qui est tough, je trouve aussi, avec catégoriser ton positionnement comme SaaS quand tu couvres de plus en plus de besoins et de cas d'utilisation de ta cible, dans votre cas, des genres de independent professionals ou small businesses, ben là, tu n'es plus juste un CRM, right? Fait que, oui, c'est au cœur de ce que tu fais, mais tu gères aussi des paiements ou genre du marketing, whatever. Fait que c'est tough de te catégoriser comme du monde. Puis quand je faisais un peu de recherche là-dessus, justement, j'étais comme, Chris, je sais pas comment, ce serait quoi les 2 mots que j'utiliserais, mettons, pour dire plateforme de gestion business. Tu sais, ça veut rien dire aussi. Anyway. Ouais, 100%. Je dois te dire que c'est aussi un défi pour nous, là. OK, ouais. No joke, là. Quand que je décris ma job,
puis je demande à, mettons, d'autres mondes de ma job de décrire la même entreprise, on a comme des définitions un peu différentes dépendamment à qui qu'on vend le produit ou genre à qui qu'on parle. Ouais. Si on en parle à l'interne ou si on en parle à quelqu'un qu'on vend, là, c'est genre quand même différent. Puis, ouais, c'est quand même un défi parce que justement, on est vraiment wide. Puis, on fait vraiment plein de trucs, là. En intro, tu as comme mentionné rapidement que tu avais fait pas mal le tour du monde. Tu l'as fait, je pense, par curiosité, par amour du voyage, etc. Mais tu l'as fait aussi d'un point de vue comme carrière. Là. Ouais. Fait que tu sais, juste des endroits où tu as bossé dans ta carrière. On a Québec, San Francisco, Tel Aviv, New York. Puis la première question pour lancer le show, c'est un peu genre, c'est où qu'il y a la meilleure bouffe, maintenant? C'est ce que t'en penses, hein? Ouais. C'est dur, honnêtement. Je dirais New York, juste parce que là, je viens d'arriver. OK. Puis, il y a genre tout. Ouais. Il y a juste n'importe quoi que tu veux, tu vas le trouver. Avant de déménager à New York, j'aurais dit 100% Tel Aviv, là. C'est trop frais, super bon, puis tout. Mais juste le choix, New York. Moi j'ai été à Tel Aviv 2 fois pour la job, puis on avait même chillé là. Ouais. On a failli se faire attaquer par des chauves-souris, je m'en rappelle aussi. Mais je pensais pas... Ça t'a marqué. Ah oui, ça m'a marqué. Ça m'en prend pas beaucoup pour me marquer. Mais je me rappelle à quel point le hummus était délect. Là. Ouais. Je me disais, esti, je pensais même pas qu'un du hummus, je pouvais aimer ça, tu sais, à ce point-là. Fait que, anyway, en tout cas. Ça, Ils font avec de la glace. C'est ça? Just so you know, là, le truc, c'est mettre de la glace dedans, en tout cas. Oh my God. OK. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a une couple de fiers partisans de Québec qui sont dessus, que tu dises pas genre c'est la poutine au Ashton, mais on va reparler de poutine plus tard. C'est quoi qui t'a poussé à faire ce tour du monde-là? Parce que tu sais, t'as un skill set, t'as un réseau, t'as des amis de la famille ici. On pourrait même faire l'argument que genre, dans notre milieu, en tech, tu peux travailler remote pour plein de belles business. Mm-hmm. Mais toi, t'avais-tu le itchy feet ou le pied qui chatouille? Puis tu voulais... Pourquoi t'es parti? Dans le temps, tu sais, moi, j'ai commencé en tech, ça fait comme 10 ans, puis peut-être j'ai gradué en 2016, de quoi de même. C'était pas tant, il y en avait pas tant, tu sais, des places qui engageaient remote puis des grosses compagnies à Québec. Il y en avait pas tant, puis j'avais l'impression, quand j'ai gradué, qu'il y avait encore OK, il faut que je fasse ma place puis que je décrive pourquoi le UX c'est vraiment important, hein, puis que, tu sais, que je joue des coudes pour prouver que j'ai ma place. Puis, tu sais, ça, j'avais pas tant le goût de faire ça. J'avais plus le goût d'arriver puis genre kickstart ma carrière dans un endroit qui était déjà, tu sais, avec des grosses jobs et des trucs dans avec commencer ta carrière avec des ventes d'eau, pas des ventes face en UX, mettons. Ouais. T'as mentionné que t'es gradué de la maîtrise en UX à Laval, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. OK. J'ai fait Quelle année? 2017, je pense. OK. Je suis pas tant bonne en date, là, mais de quoi de même? 2017, 2018, parce que j'ai déménagé à San Francisco, c'est en 2018. Ouais. Puis y a-tu un... Tu sais, moi, j'ai essayé de faire un peu mon nomade digital, je l'ai déjà compté sur le pod, puis une des réalisations personnelles que j'ai eues, c'est oh shit, moi, mon psyché, puis comme ma zone de confort, pour qu'elle soit forte, j'ai besoin de piliers dans ma vie. Il y en a qui sont très local. Ma mère, ma famille, mes amis à l'époque. Puis comme, j'ai besoin d'un certain confort ou familiarité avec mon environnement immédiat. Fait que quand j'étais en Thaïlande, au Vietnam, tout ça, j'avais vraiment pas ça. J'étais à l'envers du monde en termes de fuseau horaire, plein d'affaires. Puis ça a été tough pour moi, mettons. Fait que cette racine-là était forte. Ma question pour toi, c'est y a-tu eu un peu ce feeling-là de déracinement quand t'as bougé vers SF au début? Ton attache avec le Québec, tu sais, étais-tu forte? Je veux qu'on parle de ça. Non, c'est vraiment intéressant que tu m'en parles parce que c'est un truc que je me demande moi-même. Honnêtement, là, tu sais, c'est comme... quand je suis partie sur un coup de tête un peu, là. OK. C'est pas un truc que j'ai trop overthink, là. J'étais comme, on go for it, là. Tu sais, ça me tente, je vais essayer. Puis j'étais jeune, j'avais pas tant d'attache. Okay. Puis quand je regarde back, tu sais, ça valait vraiment la peine, puis c'était vraiment le bon moment, là. Okay. Mais c'est pas tant que j'ai trop pensé. Tu sais, c'est sûr que j'avais des attaches, j'avais ma famille, j'avais toutes mes amis. Mais je suis le genre de personne que dès que je suis comme un peu trop confortable, je suis peut-être l'inverse de toi, dans le fond. Dès que je suis un peu confortable, tu sais, justement, j'ai comme un espèce de besoin de changer d'environnement, changer de place. C'est peut-être pour ça que, dans le fond, aussi, pas juste carrière, mais aussi, j'ai vraiment déménagé plein de fois pour aussi, comme, mon propre feeling d'essayer des trucs, là. Puis là, comme on s'est dit, on pourra couper tout ce qu'on veut en post-pod, fait qu'on on checkera si on regarde ce qui suit. Être immobile, seul,
dans le silence, mettons, sans distraction, c'est un truc que, genre, tu trouves tough? Pas tant, nécessairement, non. OK. Immobile dans le silence, c'est... Je suis genre enfant unique. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été habituée un peu d'être tout seul, puis de faire mon truc, tu sais, ma propre imagination, faire mes petites affaires tout seul. Fait que c'est pas tant ça. Je pense que c'est plus comme... Quand j'ai l'impression d'être trop confortable, j'ai l'impression de pas me challenger. J'ai l'impression de pas me pousser comme au max que je pourrais. Puis dès que je suis confortable, je suis genre... OK, c'est pas un challenge, là. C'est pas... c'est peut-être qu'il faudrait que j'aille en thérapie pour ça, là, honnêtement, là. Non, honnêtement, je suis allée. Mais tu sais, dans le sens que dès que je suis dès que je suis comme trop confortable puis je me sens trop bien, c'est un peu poche à dire, là, mais tu sais, quand je me sens trop à l'aise, je suis comme, OK, il faut que ça bouge un peu, là. Puis je me suis ramassée dans une situation que j'étais, tu sais, comme trop pas à l'aise, là. Tu sais, comme je suis rendue dans un moment que là, c'était too much, là. Là, j'ai comme ramené un peu. Puis je pense que là, c'est pour ça que je suis comme à New York. Je pense que c'est un bon milieu, là. Ouais. Ah, c'est trop intéressant. Puis, comme tu as dit, moi, je me dis des fois que je suis un peu un genre de thérapeute de quartier, mais on fera pas ta psychanalyse sur le pod, puis je garderai ça pour des discussions offline parce que ça m'intéresse trop, ça. Ouais. OK. Fait que là, t'arrives en Californie, on est genre roughly 2018-2017. C'est quoi de même, ouais. Appelons ça à peu près là. Ouais. Comment cet état-là, parce que t'as dû trotter, t'as dû voyager, t'as pas juste resté dans ton, je sais pas quel appart à San Francisco ou whatever. Comment cet état-là, la Californie, t'a changé le plus, tu dirais? Énormément. Ouais, comment? Ça m'a genre ouvert les yeux de... On dirait que toute ma vie, j'étais à Québec, puis j'étais comme dans la famille, on voyageait pas tant que ça, puis tu sais, on allait dans le Maine, mettons, puis c'était vraiment cool, mais tu sais, dans le sens que j'étais un peu comme dans ma bulle. Ouais. Puis tout ça, là, ça a commencé... Tu peux m'arrêter, là, si je rentre trop dans les détails, mais tu sais, genre... Il y avait comme un concours à l'université pour aller présenter un projet. Puis mon projet n'avait pas été sélectionné. Je pense même pas qu'on avait appliqué. C'était pas tant bon, mon projet de mon équipe. Mais mes amis avaient été sélectionnés, puis ils allaient présenter à ce concours-là. Puis j'étais comme, moi aussi, je veux y aller. Même si, genre, mon projet était pas bon. Puis là, ma prof, elle m'avait dit, Jacinthe, elle m'avait dit, mais tu peux y aller en tant que, genre, bénévole. OK. Fait que j'étais allée comme en bénévole, c'était une conférence. Puis juste là, déjà, j'ai rencontré full de monde que, tu sais, j'avais l'impression que, genre, il shootait vraiment haut, là. Tu sais, il était comme... Ambitieux. Ouais. Il était comme... C'était où cette conférence? C'était quoi? C'était à San José. OK, c'est bon. C'était en Californie. C'était en Californie, oui. Hasard, comme. C'était en Californie. Je me suis pointée là. Ça, c'était comme en 2017, avant que je finisse la maîtrise. Puis je suis allée dans des parties, genre, organisées par des grosses compagnies, genre Google, Facebook, puis ils engageaient du monde. Puis ils donnaient des... comme des... pamphlets, ça? Ouais, des pamphlets carrément, là. Puis il était comme... Il essayait vraiment c'était le pic du tech, là. Fait qu'il essayait vraiment de t'avoir, puis genre de t'amener, puis il faisait des parties qui te donnaient du swag, puis tout. Puis j'ai rencontré plein de monde vraiment intéressant qui me disait sur quoi ils travaillaient, puis j'étais comme... Hey, moi aussi, je veux faire ça. Puis, tu sais, on dirait qu'avant que j'y aille, puis que je me ramasse en Californie, j'avais pas catché tant que c'était possible pour moi, genre, accessible pour moi en tant que fille de Québec, genre. Puis, ça m'a sorti de ma zone de confort déjà là. Puis là, je suis revenue de ce concours-là, puis là, j'avais pas fini la maîtrise. Fait que là, j'écrivais mon essai. OK. Puis j'étais comme, je reste ici, tu sais. Après avoir vu tout ça, j'étais comme, ça me tente, moi aussi, là. Ouais. Fait que là, j'ai pris mes affaires. Honnêtement, ça a pris... J'ai regardé les dates, puis j'étais comme, aïe, genre, je suis allée en avril, puis en juin. Fait qu'en genre 2 mois. T'as bougé. J'ai tout ramassé mes affaires, puis je suis partie. Comme une vraie fille de start-up, move fast. Ouais, vraiment, c'était comme... Je pense que j'avais pas tant réalisé l'amplitude de ce que ça voulait dire déménager, là. Mais des fois, il y a tu sais, en entrepreneuriat, c'est un thème qui revient de genre la naïveté puis l'espèce de optimisme, de genre, je veux juste faire de quoi, genre, puis je ne réalise pas l'ampleur des conséquences ou des défis ou de la douleur qui va se passer là-dedans. Ouais. Mais si je l'avais trop réalisé, je n'aurais pas fait le move. Fait un peu ignorance is bliss type of stuff. Clairement. Puis ce que je trouve intéressant dans ton cas, c'est non seulement la période dans laquelle tu es arrivé en tech, mais le fait que tu as été exposé un peu par la chance. Il y avait un concours dans ma maîtrise, whatever, mais aussi par ton agency, ta volonté de dire j'ai pas gagné, mais fuck off, si je vais y aller pareil. Ouais. Genre, comment je fais, tu sais. Fait qu'il y a ces deux choses-là. Puis ça me rappelle un pattern qui est important pour moi, c'est si tu n'exposes pas le monde au possible puis au potentiel,
ils iront jamais le chercher, ça. Puis c'est pour ça que je trouve que le pod que je fais, c'est le fun, c'est qu'il y a tout plein de monde, de tout plein de backgrounds, qui ont des carrières ou des compagnies insane qui viennent. Puis hopefully, ça spark des étincelles dans le monde. Ils font comme, Chris, dans le fond, j'avoue, man, tu sais, ma carrière, je peux la kickstarter ailleurs qu'ici. Genre, je peux régler ce genre de problème-là, B2B ou B2C, whatever, tu sais. It is. Fait que je trouve ça beau comme genre de tremplin, mettons, dans ta carrière. Puis la Californie, comment d'autres, quel autre choc culturel ou quel autre truc au début t'a fasciné? J'ai entendu beaucoup parler de, mettons, t'arrives, t'es comme, tout le monde est des expats quasiment, tu sais. C'est pas genre, en tout cas en tech, là, c'est pas juste des Californiens qui chillent ensemble, tu sais. Fait que ça a-tu joué ou? Ouais, ben, moi, je suis arrivée dans une maison, dans le fond. Ouais, comment ça marche? C'est qu'il y a genre des hacker house. Ouais, puis c'était une maison de genre 10 personnes. OK. Ça changeait un peu le monde qui était là-dedans. C'était tout du monde à travers le monde. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on chillait tout ensemble, on vivait ensemble. Puis, tu sais, pendant 1 an, c'est quand même fou, là. Je sais pas j'avais quel âge. Mais, tu sais, j'étais quand même vieille, là. Puis, je dormais dans un bunk bed. OK. Dans un lit à 2 étages. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, c'était comme le grind. En haut ou en bas? En haut. En haut. Les gars, ils étaient tout en bas. Mais c'était comme le grind de genre, t'avais comme 10 personnes à travers le monde qui venaient à San Francisco pour faire leur truc, puis genre kickstart leur carrière. Puis c'était tout du monde tellement motivé, puis ça, c'était comme aussi exponentiel pour moi parce que je voyais comment eux, ils étaient motivés. Puis on passait tout notre temps ensemble, on parlait de tous nos challenges, puis tout. Puis c'était vraiment cool. C'était pas tout du monde en tech. Ah, OK. Par exemple, il y avait un gars qui était chef dans un restaurant Michelin. Wow, OK. Ouais, il y avait un gars qui... ben là, c'est sûr que c'était dans le boom de la crypto aussi, là. Ouais, fait que, il y avait full de monde de crypto. Mais tu sais, on rit encore de ce monde-là que, tu sais, on se voit encore aujourd'hui, puis on voit où ce que tout ce monde-là est rendu. Puis il y a full de monde, genre Forbes 30 Under 30, que il y a un de mes amis, il dormait dans le garage, là, de cette maison-là. Puis l'autre, genre le running gag, il dormait dans le pantry, là, parce qu'on mettait la bouffe sur genre 2 lits de chiens. Genre, il avait empilé 2 lits de chiens, il dormait là-dessus, puis aujourd'hui, c'est genre un founder super populaire, tu sais, qui réussit super bien, là, fait que... c'est ça, c'est que c'est comme... on en rit un peu des fois de Silicon Valley, puis je pense que la série Silicon Valley a contribué à cette espèce de... ce paradigme-là de ridiculiser un peu la tech, puis tout ça, mais il y a indeed une concentration puis une densité de talent puis d'ambition de débile dans la tête, genre qu'il n'y a pas nulle part ailleurs, puis ton histoire le confirme un petit peu aussi, je pense. Ouais, c'était vraiment... Puis c'est sûr que là, ça a changé parce qu'il y a eu le pic de... Justement, il y avait la crypto, la tech. Après ça, il y a la COVID. Ça a baissé un peu. Le monde sont partis. Puis là, la ville s'est vidée. Mais là, ça recommence avec le AI. Tu vois tout le monde qui retourne à San Francisco. Puis c'est comme une espèce de cercle que là, ça recommence. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment cool de voir... Des fois, il y a du monde qui se plaignent un peu, qui sont comme, tu sais, tout le monde de la tech à San Francisco. Vous parlez tout le temps juste de tech, de tout le temps ensemble. Bulle. Ouais, mais honnêtement... Moi, c'était quand même cool, tu sais. C'est comme du monde que tu sais déjà que tu pars une conversation puis tu pars à la même place, là, tu sais. Ouais, puis avoir le feeling de trouver tes pairs, genre. Ouais. Puis être en présence d'ambition, mettons, c'est contagieux, genre. Ouais. C'est comme tout le monde se lève ensemble, puis il y a un concept, je pense que c'est Marc-André Campagne qui m'en a parlé en premier, de Scenius. Pas genius, mais Scenius. Okay. Ouais, est-ce que quand tu concentres, mettons, des gens avec des mêmes intérêts, les mêmes passions dans un même lieu, ils s'élèvent tous ensemble. Ils font tous leur propre projet, leur propre compagnie, leur propre sport pratique, peu importe. Mais ils sont tellement proches ensemble, ils échangent tellement ensemble que c'est comme s'ils s'échangent de l'énergie puis ils se lèvent tout le monde ensemble. Ça a fait ça avec des groupes d'artistes, ça a fait ça avec des rock climbers, puis ça fait ça en tech, big time aussi. Puis ça, mettons, cette électricité-là, tu sais, j'essaie à ma petite manière de le reproduire dans la communauté privée de founders qu'on a, puis tu le vois, tu le sens, genre. Que genre, t'as des des raccourcis vers des discussions de qualité puis inspirantes parce que tu partages tellement beaucoup de background puis de code que t'es déjà in sync. Ouais, fait que je trouve ça sick que tu l'amènes, ce côté-là positif. Combien de temps t'es resté à SF? À SF, je suis restée 4 ans, je pense. Quand même. 4 ans. Puis après ça, j'ai déménagé à Tel Aviv. Oui, ouais. Exact. Quand même random. Ouais, ben random. En fait, veux-tu me dire, je veux pas mettre des mots dans ta bouche. Fait vas-y. Pourquoi t'as déménagé à Tel Aviv? C'est la grosse question. Je pense que, justement, mon temps à San Francisco, j'avais l'impression que je faisais un peu...
sais, c'était un peu à sa fin, là. Tu sais, je voyais plein de mes amis, justement, qui partaient. On n'a même pas dit c'était quelle compagnie que t'étais chez San Francisco, je m'excuse. Ah, ben oui. Je travaillais chez... au début, quand j'étais engagée, j'ai été engagée par une compagnie qui s'appelait RefJet, qui est comme une compagnie d'adtech. Je savais que c'était pas la compagnie comme de mes rêves, là, mais c'était mon entrée. C'est ça, ouais. Puis ils m'ont vraiment aidé avec les visas, parce que, bien entendu, je peux pas juste me pointer, là, j'avais besoin d'un visa. Fait qu'ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont vraiment appris à travailler d'une certaine façon. Je pense pas que j'étais la meilleure designer là-bas, mais ils m'ont appris c'est quoi travailler, tu sais. C'est quoi travailler en... À ce rythme-là aussi, sûrement. Ouais, puis aussi aux États-Unis. Tu sais, carrément, là, c'est quoi travailler en anglais. Puis ils ont été vraiment patients avec moi, vraiment, tu sais, des bonnes personnes. Puis c'est toutes des personnes qui maintenant, ils travaillent plus là. Ils travaillent dans des différentes compagnies. Tu sais, il y en a un qui travaille... mon boss travaille chez Oura Ring à cette heure, comme les bagues. Puis mon autre collègue travaille chez Google. Tu sais, on a comme aussi parti d'une petite start-up, puis tout le monde s'est séparé. Puis fait que ça, c'était ma première job. Puis après 1 an et demi, 2 ans, là, j'ai changé pour Wix, qui est le website builder. Ouais. Bien connu. Puis c'est basé à Tel Aviv. La source, le headquarter de Wix, c'est à Tel Aviv. C'est ça, ouais. Fait que c'est comme un peu comme ça que je me suis ramassée là. Fait que comme je te disais, genre, je me sentais un peu là, OK, mon temps est fait. Puis je me cherchais une place. Je me disais comme, OK, je peux pas tant revenir à Québec. Pourquoi? Parce que, je sais pas, on dirait que puis ça, je le sens là, plus je reste longtemps loin de Québec, plus c'est difficile pour moi de revenir. Comme. Très intéressant. Puis déjà, là, à l'époque, là, c'est encore pire, là, tu sais, comme, mais à l'époque, j'étais comme, je peux-tu retourner à Québec? Parce que Québec, tu sais, c'est comme pros and cons, là. Il y a, ce que j'aime vraiment à Québec, c'est que je viens ici, j'ai l'impression que, ben, c'est ça, je viens tout le temps en vacances. C'est pas comme je viens pas pour travailler, là. Fait que je veux pas dire que c'est comme ça que le monde sont quand ils travaillent, mais dans le sens que moi, quand je viens ici, je suis plus comme, je ralentis, puis genre, je vois ma famille, puis tu sais, c'est comme plus... ressources. Ouais, c'est comme plus... c'est moins le hustle puis le grind de ma job, ce qui est excellent pour moi, tu sais. OK. Puis je le sais que le monde à Québec qui sont en tech sont vraiment hustle and grind, là, tu sais, je le sais, là. Mais on dirait que, ouais, c'est comme si je sépare ma vie de famille puis d'avant avec ma vie de job, un peu, comme. Je veux dire de quoi, puis ça sera peut-être pas populaire parmi mon audience, mais je pense pas que le monde du Québec en tech sont aussi hustle and grind que des hotspots, comme Tel Aviv, peut-être comme pas New autant. York, comme San Francisco. Ouais. Du sample que moi j'ai eu, puis des histoires que j'ai entendues. mais je te feel qu'au niveau du rythme, tu sais, le pacing est vraiment différent pour toi quand tu es à Québec. Clairement. Fait que Tel Aviv, OK, I guess t'as comme un pont logique et corporatif qui est la compagnie qui m'emploie ont un gros bureau là-bas. Ouais. Je peux demander, tu suis aussi classique que je demande un transfert? Comment ça marche? Carrément. C'était juste comme, j'étais allée voir mon boss, puis j'ai dit, écoute, j'ai pensé à ça, puis peut-être je viens 1 an. Au début, c'était comme, je vais venir juste 1 an pour essayer ça. Okay. J'allais à Tel Aviv, un peu comme toi dans le temps, que tu faisais des voyages d'affaires. J'y allais de temps en temps. Puis, je tripais. Tu sais, je trouvais ça bien fun quand j'y allais. Ça, c'est un truc à savoir, là. Y aller en tant que touriste ou genre business trip, puis en tant qu'habité, c'est genre 2 mondes, là. Puis encore là, on revient au truc de moi, j'étais comme un peu naïve, là. Je pense que j'étais comme, OK, on va y aller, ça va être le fun. Puis, tu sais, ça a été vraiment dur. Peux-tu parler un peu de qu'est-ce qui a été dur? Ouais. J'étais arrivée dans la COVID, premièrement. Wesh? J'ai déménagé. Oui, wesh. Tout était fermé, je rencontrais personne. C'était vraiment difficile. Puis, ouais, c'était genre là-bas, en plus, les mesures étaient comme, tu peux pas sortir à plus de 100 mètres de chez vous, là. C'était ridicule. Ouais, ils ont bougé vite, hein, ces mesures. Ouais, ils étaient dans les premiers, fait que, ben, il y a presque pas eu de cas, fait que tant mieux, mais tu sais, moi, j'arrivais là, je connaissais personne, puis j'ai pas connu personne pendant presque 1 an, là. Fait que t'étais comme remote de Tel Aviv pour le bureau de Tel Aviv. Ouais, d'un pays que je connaissais rien, là. Puis la langue, là, jusqu'à la fin, la langue, ça a été vraiment compliqué. No shit. Ouais, j'ai appris l'hébreu, ce qui est quand même, genre, moi-même, je suis comme, ouais, je sais pas, là, tu sais, je voulais vraiment m'intégrer. J'ai vraiment essayé, honnêtement. Puis, c'est ça la partie challenge que j'aime. C'est pas juste, genre, aller dans une autre place puis genre juste être là. J'aime vraiment ça, essayer de m'intégrer, me trouver des amis, puis faire partie de la culture, puis tout. Puis, d'une certaine façon, j'ai réussi, mais pas assez, tu sais. Chris, je sais pas, tu me diras si tu veux qu'on le coupe ou pas, mais je me disais dans ma tête, Chris, c'était quand même pas pire réussi, t'en as marié un Israélien. Oui, mais tu sais, ça c'est facile parce que mon chum, il est comme vraiment pas le typique israélien, là. Mais tu sais, juste
rentrer dans un bureau qui est comme totalement à culture différente. Là, tu sais, à SF, c'était différent, mais au bout du compte, c'est similaire, là. Juste, tu comprends ce que les gens disent autour de toi aux États-Unis. Ouais. Moi, je me rappelle, au bureau de Douda, je marchais, je me disais, pour être en train de dire galer le piment de Québec, je pourrais rien savoir. Ouais. Fait que, ouais, c'est fucked up. Puis je pense qu'aussi, c'est un peuple qui a un héritage très complexe, très long, très riche. Mm-hmm. Puis tu sais, tu peux pas juste blend in ou genre comprendre puis saisir tout ça facilement. Fait que tu sais, il y a une barrière de plus à ce niveau-là. Je pense qu'en tant que Québécois, ça va avoir l'air complètement drôle ce que je vais dire, là, mais en tant que Québécois, on est quand même proche d'eux autres. Ah ouais, je dans pense le que je vois sens culturellement, là. Ouais. Pas de licence. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste c'est parce que le monde qui va écouter, ils vont pas savoir nécessairement ce que je veux dire parce qu'ils ont pas rencontré du monde de là-bas. Ouais. Mais ils sont comme, puis je veux juste faire un point vraiment, vraiment important, là. Vas-y. En Israël, il y a le monde de la tech, le monde pas de la tech, puis le monde de Tel Aviv, puis le monde pas de Tel Aviv. Puis quand moi, je parle du monde de mon monde, là, à Tel Aviv, là, c'est le monde de Tel Aviv qui sont en tech. Parfait. Puis c'est vraiment une bulle. Mais j'assume que j'étais dans ce bulle-là, puis j'allais là pour ce bulle-là. Tu sais, j'allais vraiment pas pour le reste. Exact. Puis tout ce que je dis là, c'est quand je dis le monde de... Tu sais, moi, en tant que Québécois, je m'associais vraiment à ce monde-là, c'est ce monde-là. Je te file. Parce que c'est du monde qui sont vraiment directs. C'est genre le numéro 1 que tu fais dire, mais moi, je suis genre... Il me disait genre, fais attention, on est direct. J'étais comme, tu m'as-tu écouté comme, tu sais-tu, je suis qui, tu sais, encore? Parce que je suis genre la personne la plus directe que tu vas rencontrer. Puis tu sais, des fois, je levais le ton, puis il était comme, oh! Puis tu sais, c'est... Ouais, fait que ça, il me respectait vraiment pour ça. Ouais. Puis ils sont vraiment familiaux, ils sont vraiment chaleureux. Ouais. Ils sont vraiment... ils sont... Je me suis vraiment blendée in dans cette partie-là de ce qu'ils sont. C'est sûr que là, il y a comme toute une histoire qui est complètement culturellement, là. Genre, le truc le plus bizarre, là, genre, ils travaillent le dimanche. Ça, je me suis encore pas habituée, là. Ça faisait 5 ans que j'habitais là-bas. C'est comme le dimanche, tu travailles pas, là. C'est trop bizarre. Puis qu'est-ce que t'as fait dimanche? Ben, j'étais chez nous. Non, t'étais à la job, là, tu sais. C'est vraiment marrant. Travaille pas le samedi, en tout cas. Non, travaille pas le samedi. OK. Qu'est-ce qui est intéressant à raconter sur la scène tech de Tel Aviv? Moi, j'ai l'impression que, tu sais, j'étais downtown avec les tours de startups, puis comme, je me rappelle, tu m'avais dit de quoi qui m'avait genre tellement marqué. Tu m'avais comme dit, ouais, esti, on change de bureau, là, puis comme, je pense que ça va être plus gros ou plus petit, puis mais genre, la vue sur la plage est moins bonne, genre, puis là, je me rappelle, je t'avais dit, girl, me niaises-tu que c'est genre un irritant, là, genre, les deux, en tout cas. Ouais. En voulant dire que je pense que les conditions, puis la bulle, it's a thing, là, tu sais, genre. Ouais. On est genre, à Tel Aviv, c'est connu que le monde en tech sont spoil, là. Ils sont vraiment so spoil. On est comme, le déjeuner était pas très bon. C'est comme, il faisait gratuit. Mais, on déménageait, dans le fond. C'est qu'on était comme, Wix, ça a commencé une petite entreprise quand même. Puis on était dans un bureau qui était directement sur la plage. Ça, tu sortais, tu voyais la plage. Ouais. Puis ils nous déménageaient dans un gros complexe, c'est corporatif, là. Plein d'étages, puis loin de la plage. Mais tu sais, c'était comme, ça changeait la vibe, là, complètement. Okay. Puis moi, je suis partie le jour qu'on a déménagé. Oh, c'est bon. Ouais. Petit. Ouais. Non, mais c'était vraiment comme, pour moi, c'était comme un signe, là, un peu. Sure. Je me disais, parce que j'aime ça être en plus, c'est plus en mode, c'est sûr que oui, c'était plus une start-up, là, mais j'aime vraiment ça plus être en mode, tu sais, comme fast delivery, puis genre, start-up mode. Puis j'avais vraiment plus l'impression que c'était ça, puis c'est pour ça que je suis partie, dans le fond, là. Je pense que ça vaut la peine avant qu'on bouge à ce départ-là, de creuser un tantinet plus chez Wix, parce qu'il y a du monde qui vont être comme, yo, c'est genre une des plus grosses startups tech. Tu as été fondé à Tel Aviv, toi, tu travaillais là pendant quoi, 4-5 ans? 6 ans. 6 ans, ouais, OK. 6 ans. Fait que il était combien d'employés quand tu travaillais là, à peu près? 5000. 5000, c'est ça. Moi, en fait, je me rappelle, Douda, c'était un compétiteur, tu sais, à Wix. Puis c'était comme, sure, on compete, mais comme, mettons que c'est pas le même niveau de ressources. Ouais. On était 200. Oh my God, OK, ouais. Puis Wix, c'est ça, c'était énorme. Puis j'ai envie de comprendre d'un point de vue conditions de travail. Est-ce qu'il y avait une lourdeur administrative ou c'était encore très agile comme compagnie? Puis ensuite, je vais te poser des questions plus au niveau produit. OK, bonne question. Ça reste en Israël.
Fait que ça reste très agile. Je pense que l'affaire en Israël... ben, pas tant. Non, en fait, pas tant. C'est comme surprenant qu'une grosse compagnie de même, là, c'est bon que ça soit en français parce qu'il y a personne qui veut comprendre. C'est surprenant qu'une grosse compagnie de même fonctionne si bien quand c'est un peu genre pas organisé, là. OK, intéressant. C'est free for all là-dedans, là, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de compagnies d'Israël, c'est un peu comme ça. Ça semble... ça réussit vraiment bien, mais ils sont tellement agiles, justement, puis tellement comme go with the flow. Puis si tu veux faire ça, fais-le. Puis toi, tu veux faire ça, fais-le. Que c'est comme un peu n'importe quoi, mais au final, c'est aussi leur force, tu sais. OK. Fait que, OK, intéressant. J'aurais pas pensé que c'est ça que tu m'aurais dit. Non, ouais, c'est vraiment... un peu, des fois, on était comme, c'est donc bien tout croche, ça n'a pas rapport. Puis, tu sais, moi, j'avais une équipe de peut-être 10. À la fin, ça, comme je t'ai dit, je faisais manager IC, puis à la fin, chez Wix, j'étais vraiment juste manager, là, vraiment HR à fond, puis genre, je manageais 10 personnes. Puis, des fois, je me disais comme, OK, il faut que j'amène des processus là-dedans, là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui s'est passé? Puis... T'en as-tu amené? Oui. Ouais. Oui, mais finalement, c'était juste... La raison que j'ai pas continué à faire ça, c'était juste comme... J'avais besoin de faire le craft, là, tu sais, de vraiment builder moi-même, puis tout. Puis mon équipe a vraiment trop grossi que je faisais vraiment plus ça. Fait que c'est pour ça que... Ça vaut la peine d'en parler un peu parce que c'est une croisée de chemin dans les carrières de monde en tech à succès ils vont se dire, OK, ben là, je peux gérer des gens, prendre plus de responsabilités administratives, de leadership, ou je peux continuer d'approfondir mon craft, mon artisanat, puis travailler plus dans ma discipline sans gérer des gens, des équipes, puis des stakeholders par-dessus moi. Ouais. Fait que toi, t'as comme swingé entre les deux, genre. Puis, penses-tu continuer de swinger ou là, tu penses que comme, non, je pense que IC, Individual Contributor, c'est plus ma place? Ben, non, là, je pense que IC, c'est ma place. Okay. C'est sûr que là, dans l'industrie qu'on est en ce moment, tout est tellement genre volatile, j'ai aucune idée, je vais être où, puis qu'est-ce que je vais faire dans un an, là, mais dans les conditions actuelles, je pense que je veux être IC. Tu sais, je pense que quand tu es dans une compagnie qui a vraiment un growth path pour des personnes qui sont IC versus qui sont managers, c'est vraiment facile d'être IC puis que tu as quand même ton impact, puis quand même capable de faire qu'est-ce que tu veux faire puis d'être bien reconnu. Le problème, ce que j'avais chez Wix, c'est que il y avait pas vraiment ça. C'était comme si tu voulais monter dans les échelons, c'était manager. Là, il essayait de l'implanter, mais ça marchait semi, là, puis j'avais juste l'impression que ma seule voie, c'était d'être manager. Ce que j'ai fait pendant des années, là, j'ai comme été senior, lead, team lead, puis après ça, genre head of. Mais c'était comme... J'avais l'impression que c'était la seule voie pour moi. Okay, intéressant. Puis là, quand j'étais comme, je veux plus être manager, il y avait plus rien après. J'avais comme atteint le plafond de ce que je pouvais faire chez Wix. Okay. Puis c'est là que ma job actuelle m'a comme écrit, puis j'étais comme... OK, ben parle-moi de c'est quoi ton growth path pour IC. Puis là, tout de suite, ils m'ont dit, c'est ça, ça, ça. On a des levels. La compensation est vraiment claire. Tandis que chez Wix, c'était pas comme ça. Là. Il y avait pas de level. Il y avait pas de compensation path. Fait que c'était un peu free for all. C'est comme, toi, t'es payé combien? Ça n'a pas rapport à ce que tu fais. C'était vraiment... C'est pas équitable, j'ai l'impression. C'est intéressant ce que tu dis parce que ben, des personnes, mettons, de qualité que tu essaies d'embaucher dans ta compagnie, ben eux, ils investissent, oui, ils croient dans ta mission, ils veulent contribuer, etc., mais ils investissent dans leur carrière aussi. Ouais. Ils sont comme, montre-moi, c'est quoi mon chemin de croissance dans ma carrière. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de startups ils prennent pas le temps de dessiner ça, tu sais. Puis moi, j'essayais le plus possible, quand je travaillais avec Snipcart puis Douda, de voir des chemins de croissance pour le monde puis de leur en parler dans leur one-on-one puis tout ça, mais dans une plus grosse compagnie, j'imagine que tu peux le faire. Là, carrément, il est écrit le chemin. Là, ouais. C'est comme, si tu viens, il y a de la place pour grandir. Mm-hmm. OK, au niveau du produit dans Wix, est-ce que... OK, je vais le dire straight, je connais personne chez Wix anyway, à ce temps, fait que je m'en crisse. Mais genre, je l'ai essayé pour la conférence annuelle, ouais. Ça se passe, puis j'étais comme, oui, évidemment, il y a toutes les fonctionnalités que j'aurais besoin ever pour construire un site web ou quasiment une app des fois, là, t'es là. Ouais. Mais, mon Dieu Seigneur, j'ai le feeling d'être dans un Frankenstein. J'ai le feeling d'avoir des menus par-dessus menus, d'avoir des UI dans des UI. Mm-hmm. Je sais pas où cliquer, c'est chargé, mettons, comme interface. Puis, j'avais comme un peu les doigts croisés de l'espoir de comme, oh, je vais prompter leur module un peu AI, puis ça va me spit out quelque chose d'incroyable parce que les autres, ils vont l'avoir ragué puis contextualisé puis ils connaissent tellement ça, builder des sites web. Puis l'output était super lame, genre. Ouais. Fait que là, j'étais comme déçu un peu puis je me disais,
C'est-tu juste une inévitabilité de la tech que plus tu grandis, plus tu grossis, plus tu ajoutes des features, tu te ramasses avec une manière de Frankenstein? Comment tu réagirais à ça? Je pense que, premièrement, je dois dire que moi, j'ai jamais travaillé sur le website builder quand je travaillais chez Wix. Là, il y a plein de features puis plein d'outils différents. Puis moi, je n'ai vraiment jamais travaillé là-dessus. Juste FYI. Mais je pense que un des plus gros problèmes chez Wix, c'est qu'il y a tellement... Mon boss m'a dit quelque chose récemment, puis j'étais vraiment comme, genre, je relate tellement. Là. Il y a genre, t'as deux choix. Soit ton user base est vraiment large, genre tu vises tout le monde, ou ton produit est vraiment large. Tu peux pas avoir les deux. C'est comme, si ton produit, il y a genre 1001 features pour tout le monde, c'est doom que ça sera pas bon. Puis j'avais l'impression que chez Wix, c'était un peu comme ça. Dans le sens qu'il y a... Bien dit. On voulait pouvoir des SMB au début. Après ça, on voyait que, OK, on avait vraiment saturé le marché, on avait toutes les SMB. Après ça, c'était comme, OK, on va aller pour les entreprises. Les agences, un bout aussi. Les agences, c'est ça. Mais c'est genre aucunement le même besoin. Quand que Mom and Pop va faire un site web versus quelqu'un qui est un développeur, ça va pas être parce qu'il y avait du monde qui était dev qui codait sur Wix. Là. Puis tu sais, ça va pas être les mêmes besoins pantoute, mais il essayait comme quand même de servir tout le monde. Fait que c'est un peu doom que ça allait pas être bon pour tout le monde. Puis là, ils se sont comme séparés de faire différents builders. Fait que leur solution, c'est genre, t'as un builder pour Mom and Pop, t'as un builder pour les designers, t'as un builder pour les développeurs, c'est genre Wix Code. Puis là, ça faisait comme, justement, cette expérience-là un peu bizarre, là, que c'est ça. Puis là, je pense qu'ils sont en train de se revirer de bord. Puis j'ai quand même un peu d'espoir pour eux parce qu'ils ont acquis, je sais pas si t'as entendu parler, là, ils ont acquis une startup qui s'appelle Base44. Oui. Pour genre 80 millions. Là. J'en ai entendu parler par toi, les boobs, quand on est allé dîner. Moi, je suis comme, ouais, c'est moi qui te l'ai dit. En tout cas. C'est comme du Gen AI pour spinner les sites avec du natural language et tout ça. Ouais. Mais je sais pas s'il est trop tard pour eux d'avoir caché ça, là. Mais, tu sais, ils ont de la distribution, un user base, ils ont des avantages de incumbents que les startups sont pas. Fait à voir, là. Quel space? On dirait que je voudrais pas être dans ce space-là en ce moment. Là. C'est compétitif. C'est excitant, mais compétitif à fond, Léon. Là. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. C'est vraiment bien ce que tu as dit. Ton produit peut soit faire toutes les features pour très peu de gens. Exact. Ou faire un peu de features pour toutes les gens. On dirait que c'est comme une dichotomie, un modèle qui est sticky, puis je vais essayer d'analyser des affaires dans le futur à travers ça. Je te remercie à ton boss. On serait rendu à partir de Tel Aviv. À moins que tu me dises, genre, il y a quoi que ce soit d'autre que tu veux dire sur ce bout-là. Je suis curieux à propos de New York aussi, là. Ouais. Non, ça, tu sais, Tel Aviv, je veux juste dire qu'au final, c'était une expérience tant personnelle que professionnelle. Ça m'a poussé à mes limites, là. Carrément, j'étais... Ben là, c'est sûr que je suis partie. Là, c'était comme milieu de la guerre, là. Ouais, exact. Puis, ça m'a poussé là, à mes limites, vraiment. Puis j'étais comme, OK, là, c'est quoi le prochain move? Puis c'est encore là, c'est quoi la façon la plus facile? Ben là, à l'époque, j'avais switché, c'est ça. Je voulais pas manager, fait que j'avais switché dans une startup qui était Honeybook, qui était aussi à Tel Aviv. Puis, OK, je savais pas ça, ce bout-là. Ouais, c'est une startup israélienne. Fait que dans le fond, quand je suis partie de chez Wix, ça va faire 2 ans en février que je suis chez Honeybook. Fait que j'étais encore en Israël quand j'ai switché. C'est mon boss qui est venu me chercher. À l'époque, il travaillait chez Facebook. Puis j'étais comme, non, je veux pas aller là. Puis là, il m'a dit, OK, là, je travaille pour Honeybook. Puis ici, c'est pas connu pantoute, là, Honeybook. Mais en Israël, c'est une startup vraiment, c'est bien reconnue. 100%. Dans le monde des startups à Tel Aviv. Le panthéon des startups israéliennes, ce qui est genre Monday, puis Wix, puis je sais plus qui. Fiverr, Waze. Ouais, 100%. T'as dit de quoi que je veux attraper au passage? T'as dit, à l'époque, ce gars-là qui voulait m'embaucher travailler chez Facebook, je voulais pas aller là. Oui. Quoi? Oh my God, tu me startes. Je trouve que Facebook, tu sais, tant que ça peut faire des trucs géniaux, là, honnêtement, il y a des trucs que je fais sur Facebook que je suis comme, wow, vraiment cool, ça va créer vraiment une communauté. Quand tu vois comment ça affecte le monde, là, je voulais comme pas aller
dans le dark side. Ouais, je comprends. Ouais, j'avais lu un tweet qui m'avait bien marqué que c'était genre... tu sais, une des peurs par rapport au développement de l'intelligence artificielle généralisée, là, puis, ou de la super intelligence, c'est d'avoir une entité intelligente qui a des objectifs désalignés, misaligned AI. Mm-hmm. Le tweet disait, on a déjà du misaligned AI. Check les algos de nos feeds comme Facebook. Ils optimisent pour l'outrage, ils optimisent pour le dumbing down, le divertissement. Puis tu le vois ce que ça fait sur notre population, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un bon exemple. Ouais. OK, fait que là, t'es déjà chez Honeybook, puis tu fais comme, tu sais quoi, je suis un peu curieux de la situation géopolitique qu'il y a ici et d'autres choses. J'ai le goût de changement, peu importe. Fait que je décide que je bouge à New York. T'avais-tu d'autres options que New York ou c'était comme pas mal ça? Ça aurait pu être San Francisco. Dans le fond, l'entreprise en ce moment a des bureaux à San Francisco, New York, Tel Aviv, puis comme du monde un peu remote, un peu partout, là. Mais New York, ça a comme été le choix un peu facile parce que c'était proche d'ici, de Québec. Fait que c'était plus proche de ma famille. Puis j'ai déjà habité à San Francisco. Fait que d'une certaine façon, j'étais comme, OK, on va aller l'essayer. Puis tu sais, j'aime ça me sortir de mon confort. Fait que encore là, ça fitait. Puis juste aussi, tu sais, comme c'était plus proche de Tel Aviv, si on voulait revenir, là, il y a juste un vol direct. Tandis que San Francisco, il n'y en a pas. OK. Puis ça fait comme vraiment une bonne différence. Parce que la famille et les amis de ton mari sont à Tel Aviv. Oui, puis aussi ma job, dans le sens que faut tout le temps que je retourne. OK, fait qu'à ce jour, tu refais des trips à Tel Aviv, mettons? Oui. OK, je savais pas ça, cette partie-là. Oui. Ouais. Fait que c'est comme plus... c'est, au lieu de 20 heures, c'est 9 heures. Non, c'est logistique. Vraiment logistique. Puis juste comme, OK, go for it, on va l'essayer, tu sais. Mais là, tu voulais sortir de ta zone de confort, fait que New York, fait que qu'est-ce qui t'a le plus sorti de ta zone de confort à New York? New York, là, c'est juste fou, là. Ouais. C'est comme... Tu sais, ils disent que quand tu vas à New York puis tu checkes le monde dans les rues puis le monde sont comme ça, c'est les touristes, là. 100%. Ben, c'est que c'est juste, tu peux pas regarder, là. C'est tellement impressionnant, tu sais, qu'il y a tellement de monde dans cette petite île-là. C'est tout du monde, c'est tout des dreamers aussi, là. Puis c'est tout du monde vraiment spécial aussi, là. Tu vois de tout. Puis le fait que ce soit toutes des cultures mélangées, puis ça soit tout tellement compact, je sais pas, il y a comme vraiment une espèce de... C'est fébrile, là. Il y a vraiment un vibe là-bas. Tu résides dans Brooklyn? Ouais. Comme la legit hipster que tu es? Honnêtement, là, la seule raison que je suis dans Brooklyn, ben, c'est sûr que c'est vraiment hipster. C'est drôle. J'ai vu un meme. Cool. J'ai vu un meme qui disait genre gentrification corner. J'étais genre, hey, c'est mon appart. J'étais genre, c'est là que j'habite. J'étais genre, je fais partie du problème. En tout cas. J'étais littéralement genre, parce que j'habite dans une place qui est genre un WeWork, Whole Foods, Equinox, genre un gym. Puis j'étais genre, c'est mon building, gentrification corner. J'étais genre, dude. Mais pour vrai, la raison que j'habite là, c'est juste parce que c'est moins intense. Parce que quand t'habites à Manhattan, c'est genre... J'ai l'impression que t'es dans genre le rat race là, tout le temps. Tandis que là, je reviens chez nous, puis c'est comme... C'est des petits buildings, t'es proche de l'eau, c'est vraiment plus chill. Là. C'est secret de Brooklyn. Tu commutes juste sur Manhattan, Brooklyn? Ouais. Tu fais ça chaque jour ou des fois tu es remote? Non, moi, j'aime vraiment ça, aller au bureau. OK. J'ai l'impression que... Je pense que c'est peut-être une affaire israélienne aussi. Là. Ils ont vraiment le truc de... Faut que t'ailles au bureau. Là. 100%. Ouais. C'est vraiment comme là que ça se passe. Ouais. Puis c'est toutes les idées, puis tout. Puis même si ma team est encore en Israël, juste le fait que j'étais avec du monde, puis c'est comme vraiment une équipe variée à New York aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça spark des idées. Là. C'est la même affaire qu'on disait, là, quand tu mets tout le monde ensemble. Moi, je crois vraiment à ça. Là. Ouais. Je sais qu'il y a du monde qui aime vraiment ça travailler de la maison, mais je crois pas vraiment à ça. Ah, mais c'est la beauté aussi du marché du capitalisme, c'est-à-dire que tu peux construire la compagnie ou aller dans des compagnies qui opèrent soit remote, soit hybride, soit présentiel. Ouais. Je me rappelle, chez Douda, qui a une forte ascendance israélienne, les headquarters sont à Tel Aviv. Ouais. Il y avait quand même un clash de culture avec les US, puis Tel Aviv. US, il était genre, pourquoi qu'on n'est pas plus remote, pourquoi on n'est pas full remote, alors que Tel Aviv, ça pensait pas de même pantoute, même pas proche. Fait que c'était intéressant de voir le clash, mais tant mieux, c'est un cool spot à New York chez Honeybook. Ouais. On va en parler plus là, de Honeybook, puis on va rentrer creux dans le produit, mais avant de closer la loupe un peu comme tour du monde, là, ouais. J'ai une question plus personnelle qui est, quand t'es à l'étranger, qu'est-ce qui te manque le plus du Québec? Ben là, tu me pognes à un moment que je suis justement à Québec. C'est sûr. Puis, je suis en vacances. Puis, je suis venue voir ma famille, puis mes amis, puis c'est l'été.
Fait qu'honnêtement, là, à chaque fois que je reviens, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, pourquoi je suis pas ici? Je me dis tout le temps. En voulant dire, t'es bien. Ouais, je suis vraiment bien. Puis, tu sais, je suis comme. J'ai l'impression que quand j'ai pris mes décisions de qu'est-ce que je fais dans, tu sais, mon début de carrière, là, tu sais, dans le temps, là, j'avais mon appart. Puis, dans ma tête, c'est comme, je vais m'acheter une maison, puis je vais avoir un char, puis je vais aller travailler. Puis, tu sais, j'avais comme vraiment plus une vision traditionnelle de ce que ma vie allait être. Puis là, il y a ma vie aujourd'hui qui est comme complètement différente de ce modèle-là. Puis je me dis des fois quand je reviens ici, je suis comme, mais serais-tu bien dans le fond, dans le modèle que j'avais à l'époque? Ouais. Peut-être. Puis qu'est-ce qui me manque? Ben c'est sûr, ma famille, 100%. Là. C'est vraiment difficile d'être à l'étranger. Puis tu fais vraiment des concessions quand tu déménages à l'étranger de pas voir tes amis et ta famille. Même si quand je reviens, j'y vois, là, même mes amis, c'est exactement pareil. Là, T'as gardé des relations d'amitié quand même bien? Ouais, je vois mes amis à soir, c'est du monde que, tu sais, on se connaît depuis 25 ans. Là. Très cool. Fait que ça change pas, mais c'est difficile de pas avoir ça au quotidien. Comme tu dis, avoir les piliers que tu veux avoir. Là. Ouais. Mais ouais, fait que ça. Puis aussi, juste, ben, quand j'étais au Québec, moi, j'avais toujours l'impression un peu de pas être à ma place. Fait que c'est peut-être aussi une des raisons que j'ai déménagé. Intéressant. Je me suis jamais sentie 100% comme... tu sais, quand tu vas à une place, puis tu dis « Salut, moi, mon nom, c'est Yann Sou. À Québec, le monde sont « Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens d'où? » Je suis comme « Ben, je viens de Québec, là, tu sais. » Puis là, il faut que je parte avec mon histoire de vie, mais tu sais, j'avais toujours un peu l'impression de comme, qu'est-ce que je fais ici des fois? Ouais, en plus, je pense que, dépendamment dans quel coin du Québec t'es, des fois, on est bon pour te faire sentir comme si t'es pas nécessairement Ouais. one of the pure land. Exactement. Exactement. Même si, tu sais, je suis bien, tu sais, j'ai tout le temps habité ici, puis je suis 100% québécoise, du moins, tu sais, dans mon cœur. Ben oui, je comprends. Mais, tu sais, le fait que, ouais, quand j'étais arrivée à San Francisco, puis tu sais, le monde était comme, salut, c'est quoi ton nom? J'étais comme, c'est Yann Sou. Il était comme, cool, salut. Puis tu sais, c'était comme, on passe à un autre sujet, là. Il y avait zéro questionnement, même affaire à New York. Fait que, tu sais, ça, c'est des trucs, bon, là, je suis allée dans quelque chose qui me manque pas, là, mais dans le sens, qu'est-ce qui me manque quand je reviens? Ça reste que même si des fois je me vois, si je me sentais un peu, tu sais, comme pas à ma place, ouais, ça reste que ma culture est ici. Fait que, tu sais, quand je viens ici, j'ai l'impression que je parle à tout le monde. Tu sais, je suis comme donc bien contente de parler à madame à la pharmacie, de faire comme, comment ça va aujourd'hui, madame? Parce que je peux, tu sais. Fait que ça me manque vraiment de, comme, juste, comme de connecter avec du monde vraiment qui sont comme moi. Ben, en tout cas, là, t'es sur la côte Est, t'es à un vol. Ouais. Puis je pense que t'es proche, tu peux revenir quand tu veux, etc. Mais aussi, il reste plusieurs décennies à nos vies. Fait que, tu sais, si à un moment donné, t'es comme, tu sais quoi, laisse-moi essayer de faire un bout de ma run ici, on va t'accueillir à bras ouverts. Ouais, je suis sûre. C'est tough, là. Honnêtement, je me demande tout le temps, c'est quoi le prochain move? Ouais. Un peu. Ouais. Y a-t-il des choses, tu penses, qu'on tient pour acquis au Québec? Ah, tellement. Genre? Tellement. Genre, je suis arrivée ici avec mon chum, justement, puis il me dit, « Oh, wow, la qualité de vie ici, elle a donc l'air bonne. » J'étais comme, « Ben oui, c'est parce qu'elle est bonne. » Tu sais, genre, on voyait... parce que là, je sais que tu habites au Lac-Beauport, ma mère habite au Lac-Beauport. Oui. T'es comme dans le parfait milieu de genre, t'es proche de la ville, mais tu sais, tu veux aller dans la forêt, être calme. Ouais. Tu veux prendre ton char, aller, justement, j'étais allée à Baie-Saint-Paul, genre, être sur le bord de l'eau, tu peux. C'est comme, t'as vraiment une bonne qualité de vie. Le système de santé est excellent. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est long, mais c'est gratuit, là. J'ai fait un test à New York, ça m'a coûté 300$, là. Puis c'est là, tu le sens, là, tu fais comme, aïe, si j'avais été à Québec, ça m'aurait rien coûté. OK, j'aurais eu mon rendez-vous dans 3 semaines, là, 3 mois même. Mais reste que, tu sais, c'est quand même vraiment pris pour acquis des trucs comme ça. En fait, moi, quand j'ai eu une micro-compression puis une micro-fracture puis une compression de la L1, la vertèbre dans le dos au Colorado, là, en 2014. Puis, tu sais, j'avais des assurances. Puis j'étais étudiant, t'étais obligé d'avoir des assurances pour avoir ton visa, pour venir comme étudiant, etc. Mais l'hôpital continuait de m'appeler. Puis, tu sais, j'avais même pas eu d'opération. Puis c'était 6 000 US, là, tu sais. Puis j'étais comme, guys, arrêtez j'en ai pas d'argent, genre, tu sais, je pourrais jamais vous payer ça. Puis je me rappelle, m'a dit, genre, mon Dieu Seigneur, tu sais. Là, ça me coûtera rien parce que j'ai des assurances, mais au Québec, ça m'aurait rien coûté quand ça serait occupé de moi, tu sais. Ouais. Ça peut monter vite, là. Puis on le prend pour acquis, fait qu'on chiale sur plein d'affaires, mais puis il est imparfait notre système, mais Calice, c'est un bon système pareil, là, tu sais. Ouais. En tout cas. Ouais. Puis aussi, tu sais, juste après avoir été
OK, là, c'est genre cheesé un peu, mais tu sais, après avoir été dans un pays en guerre, là, littéralement, où on a des amis que leur appartement est détruit puis le monde meurt, là. C'est quand t'arrives ici puis que les plus gros problèmes, c'est genre, il y a des nids de poules. Tu sais, je suis comme, OK, moi le prendre. Tu sais, on est bien, là. Tu sais, Québec, c'est vraiment une bonne place. Puis, il y a des bonnes opportunités de job. Puis, tu peux t'acheter une maison encore. Ouais. Dans le sens qu'à New York, je peux pas m'acheter une maison, là. Ça coûte trop cher. Fait que, tu sais, oui, c'est cher. L'épicerie a vraiment augmenté, mais ça reste que, tu sais, si tu compares à plein d'autres places, là, c'est vraiment une bonne place à vivre. 100%. Couldn't agree more. Ouais. On est perçu comment, d'ailleurs, à l'international, les Québécois? Ou dans tech? Je vais dire quelque chose, on n'est pas perçu. Ah, fuck. Parce que, ben non, je vais dire que j'ai pas travaillé partout, là. Ouais. Mais tu sais, que je dis, je suis québécoise, le monde sont comme, c'est où, tu sais, comme. Il y a pas beaucoup de monde. Quand j'ai vécu à l'étranger, j'ai pas rencontré beaucoup de Québécois qui étaient à l'étranger. Fait que c'est un peu, d'une certaine façon, c'est un truc que j'aime faire aussi. Quand je vais dans des endroits nouveaux, des compagnies nouvelles, des pays nouveaux, j'essaie de nous vendre un peu, tu sais. Tu rap. Un peu. Je suis comme, je suis québécoise, je suis nice, tu sais, j'essaie d'être sociable toute. Pour, un peu comme rapper, puis le monde sont comme, j'ai déjà rencontré une Québécoise, tout le monde me dit ça. J'ai déjà rencontré un autre Québécois une fois, un moment donné, il était donc ben smart. Puis je suis comme, OK, next time, c'est moi, genre, je veux que genre, tu dises, il était smart, parce que c'est comme un rapper un peu, là. Très cool. Ouais. Y a-tu une crowd ou une nationalité avec laquelle tu as eu le plus de fun à travailler? Ben, c'est sûr que je vais dire les Israéliens, juste parce que, ben, c'est pro and con again, là. Ouais. Mais le work-life balance là-bas est pas tant bon. Dans le sens que tes amis, c'est le monde de la job, un peu. Ouais. Fait que le monde travaille, hustle, mais tu sais, on va tous prendre des bières après la job, puis tout le monde chill, puis on est vraiment, tu sais, comme, on est vraiment amis, mais pas fake amis, là. Tu sais, on est vraiment amis à job. Je l'ai vu chez Douda, ça. Ouais. Les 5 à 7, les soupers, on va courir ensemble, des affaires de même. C'était cool. Ouais. Tu sais, ça pourrait être malsain, mais c'est pas. C'est pas malsain. C'est surprenant. Ouais. On va rentrer dans notre segment plus produit. Vas-y. Plus UI, UX. Ouais. Toi, tu baignes là-dedans depuis plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui a le plus changé, genre drastiquement, dans ce space-là, depuis que tu as commencé versus au moment où on enregistre ça? Ben là, c'est sûr que je peux pas passer sous silence le AI. Exact. L'intelligence artificielle. En ce moment, c'est vraiment, on est dans un point tournant, là. Je me demande tout le temps, OK, ma job va avoir l'air de quoi dans 2 ans, même dans 1 an. Déjà, ma job a beaucoup changé comparativement à il y a quelques mois. Je fais des trucs qui sont déjà complètement différents de ce que je faisais pas avant. On peut-tu en parler? Oui. Il faut être vraiment polyvalent. Puis tu sais, quand on dit le monde vont perdre leur job à cause du AI, oui, certaines personnes vont perdre leur job, mais là, c'est le moment. Là, on est dans le moment, genre, point tournant, que si tu veux pas perdre ta job, là, apprends, seul. Là. On est vraiment dans comme le moment. Je fais des trucs qui sont pas dans la définition de ce qu'un UX UI designer ferait normalement. Product designer ou peu importe comment le monde s'appelle. Là. Par exemple, à cette heure, j'apprenais pas ça que je code, mais tu sais, exemple, quand je fais du design QA, à place de demander à un développeur de le faire, je le fixe moi-même. Fait que tu sais, dans le fond, si on peut sauver quelqu'un de genre changer un string de texte parce que c'est pas écrit correct versus le design, ou ben il y a quelques pixels qui sont pas corrects là puis là, ou ben tu sais, c'est des trucs à ça que je peux faire moi-même, puis genre je fais juste comme faire un PR, mon développeur fait juste le vérifier, puis ça va en production. Quels outils te permettent de faire ça? Est-ce que c'est parce que vous avez du AI-powered coding tools dans votre stack, genre? Y a-t-il un curseur de ce monde? Ou? Ouais, on utilise... en ce moment, je pense que tout le monde est en train d'un peu de... comme tout essayer les outils pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien avec leur stack. Là. Pour nous, on a décidé... Ça pourrait être d'autres choses, mais on a décidé curseur. OK. Cursor. Ouais, je sais pas pourquoi je le dis en français. Ouais, moi aussi, je viens de dire curseur. Curseur. Paris Loi next. 101. Non, cursor. On utilise cursor. Juste parce que c'est ça qu'on a décidé, puis c'est pas designer oriented pantoute, je dois dire. Là. C'est quand même Je l'ai installé une fois. C'est un IDE, un truc de dev. T'as pas l'impression d'être dans un beau produit léché d'UX. Non, ça m'a pris du temps. Puis je pense que c'est ça qui manque en ce moment. C'est un peu ça qui manque pour que les designers soient plus capables de faire toutes ces modifications-là eux-mêmes, puis ces trucs-là eux-mêmes.
Puis, mais ça s'en vient, là. Dans le sens que, là, on utilise Cursor. Comment je l'utilise en ce moment? Ouais. Je l'ai utilisé 2 fois. 2 fois. 2 use cases. Pas 2 fois total, 2 use cases. Le premier use case, c'est... Puis je suis sûre qu'il va en avoir plein d'autres, là, mais pour l'instant, là, c'est... j'ai plugué notre design system dans Cursor. Qui vit dans Figma, lui, ou il vit où ton design system? Ou dans une genre de... Il vit dans Figma, mais on l'a dans comme Storybook. Là, c'est dans GitHub. Là. On peut juste utiliser le repo de la... Désolée, tous les devs qui m'entendent parler en ce moment. C'est ça la beauté du AI. J'ai aucune idée de quoi je te parle en ce moment. Je suis genre, ouais, le repo du GitHub, du patente. Puis, mais j'ai aucune idée. Dans le fond, moi, je fais juste demander, genre, je suis un peu mêlée, là, qu'est-ce que je devrais faire? Puis il me dit, tu fais ça. Puis je suis comme, OK. Là, je le fais. Tu sais, j'ai pas vraiment une idée, puis c'est correct. C'est ça l'affaire. C'est correct si je sais pas. En tout cas. Fait que, ouais, j'ai comme plugué notre design system, puis je peux juste comme builder des prototypes from scratch. Fait qu'on peut faire des tests utilisateurs sur le prototype. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'après ça, j'envoie ça à mon dev, puis il sauve plein de temps. Là. Ouais, le code, tu lui envoies dans un format que lui, il n'a pas à réécrire ou transformer ton design. Tu sais, un peu, là, il y a un peu de job à faire, mais ils me l'ont dit que c'est pas le meilleur code du monde, mais ça leur sauve du temps. Fait que moi, je suis comme bien contente parce que à la place d'avoir fait un prototype que personne ne va jamais réutiliser après, que j'ai buildé, ça m'a pris du temps à faire tout ça dans Figma, ben là, à la place, je le fais dans Cursor, puis après ça, il peut être réutilisable. Fait que ça, c'est le premier use case. Pour être honnête, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas genre seamless, là. On n'est pas encore rendu qu'il y a un outil, justement, comme tu disais, là, qui est facile, beau UI, belle expérience, mais ça s'en vient, je pense. Le deuxième cas d'utilisation, ça serait quoi? C'est comme je t'ai dit, là, principalement en design QA, mais nous, on le fait à partir du... C'est comme à partir du Slackbot, là. Explique c'est quoi design QA pour le monde qui sont moins... OK. C'est comme quality assurance. C'est comme basically après que il y a un développeur qui fait un feature, après ça, nous, on a un QA normal qui fait comme functional QA, là, qui fait juste checker que tout n'est pas buggy puis tout fonctionne comme il faut. Après ça, moi, en tant que designer, parce que il y a souvent pas personne qui voit les imperfections à part un designer. Fait que on fait juste un design-oriented QA. Fait qu'on on fait juste... On va, puis on check toutes les features, puis on fait juste s'assurer que ça look, puis ça fonctionne, comment ça a été designé. OK. C'est pas juste visuel, là, c'est aussi behavior. Fait que moi, je fais comme une liste, normalement, de tout ce qui marche pas, puis je l'envoie au dev, puis le dev, il le fixe. Mais là, je fais la liste, mais je peux le faire. La moitié des trucs, je peux faire moi-même. Puis tu sais, c'est des trucs que, honnêtement, normalement, en tant que designer, tu te sens un peu mal, là. T'es comme, peux-tu changer ça de 4 pixels plus haut? Ils sont comme, come on. Mais moi, ça me fait une différence. Puis je veux le faire. Ouais, puis c'est que ces petites imperfections-là, elles s'accumulent. Puis à la fin, quand ils sont pas gérés, tu as un produit qui est peut-être plus bancal, qui pourrait être. Ouais. Fait que là, ça, tu peux demander à Cursor, tu as ta liste d'épicerie. Après avoir fait ton design QA, tu peux être dans Cursor, genre, hey yo, voici ma liste d'épicerie, là, on devrait changer ça dans tel component. Puis lui, il va le faire avec toi. Puis après ça, tu peux repasser ça au dev. Ben là, même là, comme on le fait, là, c'est qu'on fait on met la liste dans un channel Slack. OK, ouais, c'est ça que tu disais. Ouais, on met la liste dans un channel Slack juste pour visibilité. Et après ça, tu tags Cursor, add Cursor. Ouais. Tu fais genre, add Cursor, genre, fixe ça. Puis il part. Son agent mode qui part. Ouais, il te part, il te crée un PR. Puis après ça, tu peux juste aller comme voir les changements, voir si c'est correct. Si c'est pas correct, tu peux le changer. C'est encore le prompter, puis c'est tout. C'est quoi qui fait le rendering, dans le fond, de toi, pour que visuellement, tu puisses checker ce qu'il a fait? C'est où que ça se passe, ça? Ben là, nous, ça nous crée un staging link. Je sais pas, c'est juste comment ça a été fait par notre entreprise. Là. J'imagine que pour d'autres entreprises, ça fonctionnerait différemment, là, mais ouais, on a un preview. Très, très, très intéressant. Y a-tu... évidemment que le AI, c'est comme le principal suspect là, des changements qui se sont passés dans ton milieu. Sinon, y a-tu d'autres choses que tu as l'impression en 10 ans qui ont changé plus ou c'est resté similaire? Un truc que j'ai remarqué, pis ça, c'est peut-être dans les compagnies dans lesquelles moi j'étais, mais il y a plus de spécialisation. OK. Tu sais, comme je pense que ça fait du sens là, parce qu'à l'époque, tu sais, comme peut-être c'était moins connu la job. Fait que, tu sais, en tant que designer, tu faisais un peu de tout. Mais là, plus le temps a passé, on dirait que justement, le monde comprenne l'importance d'avoir un UX writer, un UX researcher, un genre marketing designer versus product designer. Tu sais, là, tout le monde a plus comme des spécialisations. Puis... Ça a fait ça pendant 10 ans, mais là, on se demande quasiment, ça va-tu
faire l'inverse à cause que ton UX writer, s'il y a un minimum de goût, puis de sens, puis d'expérience, il va être capable de spinner des designs ou du code, en tout cas, whatever. Ouais. Mais UX writer, là, ça, c'est tellement important, là, je trouve. Là. Moi, quand ils en ont engagé une chez Douda, j'étais tellement stoked, là, parce que la quantité de tooltips, de labels, de titres, de fonts, d'affaires qui vivent dans ton app que tu te rends pas compte à quel point c'est pas clair, mettons, ou ça pourrait être plus clair, c'est fou, man. Ouais. Genre, en ce moment, à notre job, on fait des A/B tests juste de content. Juste le texte, genre. Ouais. On laisse tout pareil. Fuck yeah. Mais on fait juste des A/B tests de content. Puis honnêtement, là, c'est débile comment ça change des trucs, là. Ah ouais. Ouais. Juste un bouton, là, genre la copie sur le bouton, ça change tout. Utilisez-vous un software spécifique pour faire des A/B testing ou vous avez comme votre... Non, on utilise Static, mais c'est pas... c'est un peu notre truc. Dans le temps que j'étais chez Wix, il y avait leur système au complet qui avait buildé in-house. OK. Mais là, en ce moment, non, c'est pas tant spécial. Là. OK. Non. Cool. Sweet, puis là, toi, t'as mentionné que t'avais fait ta maîtrise en UX à Québec. Ouais. Avec le recul, tu considères que ça valait la peine? Recommandes-tu ça à du monde qui commence à travailler? 100%. OK. Encore, là, honnêtement, la maîtrise, quand je suis allée là-dedans, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, là. C'était comme... Je pense que j'y allais parce que mes amis y allaient, tu sais. J'ai été vraiment chanceuse. C'est comme... On en a parlé un peu, là. La chance, là, dans ma carrière, ça a vraiment été une grosse partie. J'ai été vraiment chanceuse de trouver ce programme-là après avoir fini mon bac. Je suis arrivée là. J'ai appris vraiment beaucoup de trucs. Un truc qui me manque, je pense, dans le temps, là, à ce temps, j'ai aucune idée, mais il me manquait un peu, je trouvais, de hands-on. C'était beaucoup de théorie, puis de plus la psychologie, puis de la recherche. Il me manquait un peu de hands-on, mais tu sais, c'est pas un truc que tu peux pas apprendre toi-même. Là. J'ai vraiment passé du temps à apprendre comme moi-même un peu... All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Charbel Farah avec Digital Growth Core, une agence marketing pour startups et SaaS. Charbel, il a 17 ans d'expérience en croissance avec des passages chez Google, Lightspeed. Puis dans notre capsule, on décortique quand le paid ou le SEM, c'est pas nécessairement le bon canal pour ta startup, mais aussi comment remettre l'attribution puis ton analytics au propre quand tu fais des campagnes. Puis il nous donne aussi des pro tips si tu veux booster ton marketing mais que t'as pas une scène. Check out ma convo avec Charbel dans les show notes ou la description, puis sur saspace.com/partenaire avec un S. Sinon, check him out directement à digitalgrowthcore.com, digitalgrowthcore.com. OK? De retour au pod. T'as différents types de designers, Yansou. T'en as qui sont vraiment plus cartésiens, rationnels, froids. T'en as qui sont vraiment plus artistiques, chaleureux, intuitifs. Ouais. T'es où, toi, dans cet aspect-là? Non, c'est une bonne question. Je pense que je suis vraiment dans le milieu. OK. Parce que, tu sais, tu peux pas être un bon designer en partant, là. J'ai vraiment l'impression que c'est être un bon vendeur. Intéressant. Dis-moi en plus. Il faut que, tu sais, l'histoire de genre, le designer a sa place à la table. Ouais, sure. Ben, t'es à table. Non, pas celle-là, là. Non, mais dans le sens que je suis 100% d'accord. Je veux avoir ma place à la table, mais pour que le monde veuille que tu sois à table, faut que tu sois genre nice. Faut que le monde veuille que tu sois assis à table, tu sais. Sure thing. Faut pas que tu sois un ass-bag designer, là. Mais il y en a qui pensent, j'ai l'impression des fois, il y a encore du monde qui pense que genre quand tu vas être un peu asshole, ben genre, c'est comme un peu, c'est comme meilleur ou je sais pas trop quoi. Puis moi, ça me pue au nez, là. J'haïs ça, là. Moi, je vais être 100% moi-même. Puis genre, si je veux avoir ma place à la table, c'est parce que le monde va m'inviter. Pas parce que, tu sais, il faut que je sois là. Fait que, je pense que je suis comme dans le milieu. Je suis vraiment, je pense pas que je suis si facile à travailler dans le sens que je suis vraiment demandante. OK. Mais, tu sais, je pense que je suis facile à travailler dans le sens que le côté interpersonnel, pour moi, c'est vraiment important. Là. OK. Je suis allée à la maîtrise, je vais tout le temps, justement, tu disais plus tôt, c'est important pour moi de montrer les possibilités et tout ça. J'aime toujours ça, comme aller à la maîtrise quand je suis invitée pour aller parler aux étudiants, pour parler un peu de ça ressemble à quoi le milieu du travail. Puis tout, il y a comme un cours qui donne ça. Puis j'y vais tout le temps. Puis je leur disais comme le numéro 1 truc là pour trouver comme une bonne job puis d'être vraiment un bon designer, c'est genre aie pas d'ego, puis arrive puis sois tout le temps nice. Tout le temps. Tu sais jamais quand c'est que ça va te revenir que t'as pas été nice ou que tu sais c'est vraiment genre numéro un truc important. Être une personne
sympathique, être une personne, c'est un drôle de conseil, tu sais, je me dis genre, sois tout le temps nice. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a une composante relationnelle extrêmement forte, puis c'est pas juste ton pixel perfect mock-up puis ton sens de l'esthétique parce que ta famille est architecte, je sais pas quoi, qui va faire que tu es invité à la table. C'est genre, t'es-tu un win-bun team player? Oui, tu connais tes shit, mais comme... Don't get me wrong, là, je suis pas tout le temps super nice puis genre de bonne humeur, là. Tu sais, ça m'arrive de... ça m'arrive de pas l'être, là. Ça, j'ai déjà été à l'aéroport avec toi. À l'aéroport, là, ouais. C'était chill. Mais c'était long, c'était plat. Non, mais c'est pas à cause de toi, là. C'était être à l'aéroport qui était long puis plat. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je suis pas genre une sainte, là. Je suis pas tout le temps nice dans ce sens-là, mais dans le sens que, tu sais, être tout le temps bien intentionné. Pas besoin d'être comme... C'est bien dit, ça. Ouais. Pas besoin d'être genre un peu moron, là. Avec quel genre de fonction ou de professionnel t'as eu le plus de clash dans ta carrière, tu penses? Marketing. Ah ouais. C'est quand même facile. T'as pas pensé longtemps. OK, explique-moi pourquoi, si tu peux, genre. Je pense que c'est aussi les compagnies dans lesquelles j'ai été. Souvent, le marketing est complètement séparé du produit. Je pense que ça arrive souvent, en fait. Puis, trop souvent. Puis, ils ont comme une vision complètement différente, là. C'est comme tout le temps, ben, pourquoi vous avez pas fait ça? Puis nous, en tant que produit, ben, il y a tout le temps une raison, là. C'est pas, ça me tentait pas de le faire, là. C'est juste parce que on n'avait pas les ressources, ou, tu sais, c'est comme ça que c'est arrivé, là. Puis ils sont comme, ben, pourquoi vous avez pas fait ça? Puis après ça, quand ils vendent le produit, des fois, c'est comme pas aligné avec ce qu'on voulait dire au final. Ouais. Puis, souvent marketing. C'est là que la job un peu maudite du product marketer arrive, puis essaie de faire le pont entre ces deux mondes-là de produits, puis d'ingénieurs, de designers, puis de vendeurs, puis de marketeurs. Puis vraiment dur. C'est que c'est pas facile. Ouais. Honeybook, une licorne de 2,4 milliards de valuation. Ouais. C'est bon pour tes stock options, ça, ma chum. Mettons, si tu avais à formuler le plus simplement possible le problème que vous réglez chez Honeybook pour tes users, c'est quoi? Sauver du temps. Oh, nice. Oui. C'est... En tant que tel, nos utilisateurs, c'est tout du monde qui ont comme un craft. Exemple, sont photographes. Ou on a toutes sortes, là. C'est un caterer, fait que c'est comme un chef. OK. Puis c'est tout du monde qui à la base, c'était comme leur passion. Ils faisaient ça un peu pour le fun. Tu sais, mettons, au début, ils prenaient quelques photos pour leur famille. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y a d'autres amis qui leur demandaient de faire la même affaire. Mais c'est tout du monde qui, à la base, ils n'ont aucune expérience en business. Ou, tu sais, c'est très rare qu'ils ont des expériences en business. Puis ils font ça comme un peu sur le side au début. Puis là, ça devient leur business à temps plein. Mais au final, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est leur donner du temps avec leur famille. Leur donner du temps, tu sais, avec leurs loved ones. Puis du temps à améliorer leur craft. Puis genre passer à faire ce qu'ils aiment vraiment faire, pas la partie poche. Ouais. Genre, admin, marketing, finance, whatever it is, là. Ouais. C'est genre, on dit tout le temps le 80-20, là. Genre on veut leur donner leur temps back, puis genre, qu'ils focus vraiment sur le plus important, dans le fond. C'est très cool. T'es quasiment comme Honeybook devient quasiment l'espèce de co-founder plus business de l'espèce d'artisan indépendant professionnel qui a comme... Ouais. La genèse, c'est pas ça, la photo ou quelque chose de même? C'est quoi la genèse? Ouais, OK. Ça a starté que ça s'appelle Honeybook à cause de honeymoon. Puis book, c'était genre booking, là. Parce que dans le fond, à la base, c'était pour des photographes de mariage. Ouais. C'était juste ça. Juste des photographes de mariage, puis ils faisaient leur business. Puis là, on a comme expand. Ouais, vraiment niche. Puis là, on est comme dans ça, là. C'est comme je te parlais un peu au début, là. C'est comme on expand dans d'autres trucs, mais on est aussi un produit assez large. Fait que c'est comme, faut qu'on choisisse un peu notre niche, là, je pense. Wow. Puis c'est quoi d'autres verticales qui sont fortes chez Honeybook? Marketing specialist. Ah ouais? Hein? Ouais. Genre du monde qui vendent des services pour faire tes ads. C'est ça. Social posts, SEO, trucs de même. Qui sont freelance, là. Qui sont freelance. Tu sais, ben, c'est souvent comme un business qui soit LLC ou qui sont genre enregistrés, genre une personne, puis souvent ils travaillent avec un ou deux contracteurs. OK, ouais, c'est bon. Fait que c'est comme des petites équipes, ça c'est le plus gros, mais on vise des gens qui font comme 100K plus par année. Là. OK. Fait que c'est des business quand même sérieuses. Là. C'est du monde qui font pas juste ça pour le fun.
Puis, toi, c'est un peu genre Senior Staff Product Designer. Ouais. C'est vrai que je bug tout le temps parce qu'il y a 4 mots. Là. C'est un peu long. Je dis jamais tout au complet, normalement. Tu dis quoi? Tu dis je suis Product Designer? Ouais. Ça, ouais, ok. Mais ton rôle au quotidien, ça ressemble à quoi, genre? Tu sais, là, tu fais ton commute de Brooklyn à Manhattan, t'as ton laptop dans J'achète mon café. ton cours de cuir. Fait quoi? Ta routine comme Product Designer chez Honeybook, c'est quoi, genre, ton quotidien? Ça change quand même, parce que ça change selon les équipes dans lesquelles je suis. En ce moment, avec ma job, vu que je suis quand même senior, j'ai pas vraiment... Depuis que j'ai commencé là, j'ai été dans 4 équipes déjà, puis ça fait 2 ans. OK. Fait qu'ils me bougent un peu où est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est senior puis qui va amener de l'impact. OK. Fait que ça dépend vraiment de dans quel projet je suis, puis dans quoi je travaille. Comme, souvent, des projets que je me fais donner, c'est des projets un petit peu plus stratégiques. OK. Fait que là, en ce moment, je travaillais sur un projet comme de vision. Fait que c'est comme monter une vision pour dans 1 an sur une partie du produit. Je fais comme plein d'interviews, je rencontre des utilisateurs, puis je crée comme une vision, puis je la présente à l'équipe. Puis après ça, on utilise cette vision-là pour comme builder notre roadmap. Très sick. Fait que en ce moment, t'es high level, là. T'es pas... En ce moment, oui. T'es pas dans un pixel puis dans le code en ce moment. Ben, Pixel quand même, parce que souvent, la meilleure façon de communiquer, comme, c'est à travers des designs quand même, là. Mais, tu sais, je fais un flow quand même pour montrer cette vision-là. Mais ça dépend, comme le Q passé, je faisais vraiment pixel orienté. C'est vraiment genre orienté produit, là. On a commencé à avoir des loans. On donne, ça, c'est vraiment une partie importante pour nous, que si on veut t'aider à grandir en tant que business, on te donne un loan exactement où tu en as besoin. Puis on voit les raisons de pourquoi ils prennent des loans. Exemple, ils ont besoin d'une caméra en particulier ou d'un lens en particulier, ou ben quelqu'un a besoin de louer un camion. Puis grâce au camion, ils peuvent faire, mettons, un événement de plus par semaine ou whatever. 100%. Fait que c'est vraiment un tremplin pour eux de leur donner ce loan-là. Fait exemple, on a fait un flow d'emprunter un loan, puis ça, j'ai vraiment fait vraiment le design. C'est très cool. Ouais. C'est quoi les plus gros contrastes entre la culture, mettons, Honeybook versus Wix? Honnêtement, c'est similaire. Puis je pense que c'est une raison de pourquoi je suis allée chez Honeybook. Premièrement, c'est sûr que c'est quand même drôle parce que ça fait 10 ans que je travaille en produit, puis presque dans ces 10 ans-là, j'ai tout le temps travaillé pour des SMB. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai une espèce de spécialisation en SMB. J'avoue. Mais j'aime ça. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment. Parce que t'as l'impression que tu changes un peu leur vie, là. Tu sais, sans être un truc qui sauve le monde, là. Ça reste comme... Tu sais, c'est pas Facebook, justement. Là. C'est comme... ouais, je comprends. C'est comme un truc for good, j'ai l'impression, un peu, parce qu'on les aide à vivre, là, tu sais. Mais en tant que tel, non, les deux compagnies sont similaires, tant en quel produit on fait, mais aussi en vibe. Like, vraiment, là, tu sais, people first. Puis genre, vraiment... du bon monde. Tant mieux. T'as parlé de customer interviews, d'interviewer des clients. Ouais. T'as-tu des trucs là-dessus? Tu sais, nous, on en parle souvent, genre, on mentionne les références, genre, de mom test, ou genre, tu sais, poser des questions, pas biaisées avec des frameworks comme jobs to be done, ou des choses comme ça. As-tu un ou deux conseils par rapport à interviewer des utilisateurs? Je vais donner un conseil vraiment poche, là. Ouais. Mais mon conseil, c'est d'avoir quelqu'un qui fait ça dans la vie, là. Parce que poser des questions? Oui, parce que chez Honeybook, c'était la première fois que je travaillais avec des vrais UX researchers. Ah, OK. On a comme une équipe, là. Mais mettons que t'es pauvre puis que tu peux pas avoir des vrais UX researchers, ça serait quoi ton conseil? Mettons que t'es pauvre. OK, un des conseils que j'ai, c'est... parce qu'une des plus grosses jobs, c'est le recrutement. C'est genre trouver le monde. Ah, ouais. C'est la partie la plus difficile. Fait que, ben, pas difficile, mais dans le sens que c'est genre annoying, là. C'est genre time consuming, là. Puis s'assurer que ces personnes-là sont exactement dans le bon segment. Fait que, c'est d'être sûr être sûr que t'as les bonnes personnes, puis de les trouver. Nous, on utilise des softwares, là. Soit quand on interviewe des gens qui sont nos membres déjà, ben là, on les trouve dans notre user base. Mais si c'est des non-membres, parce qu'on fait ça souvent, je dis membres parce qu'on les appelle membres, mais c'est utilisateurs, là. Clients. Ben là, à ce moment-là, on utilise user testing ou, tu sais, des plateformes qui... Winter? Would you say ça? Non. Avec un Y? Non.
User testing, explique c'est quoi, s'il te plaît. C'est comme ça nous permet de créer un questionnaire ou créer comme qu'est-ce qu'on va leur demander. Puis eux, ils sont recrutés comme par la compagnie User Testing. Ouais. Puis ils font juste offline. Ben, tu sais, des fois, il y a plein de sortes de tests, là. Tu peux leur demander aussi d'enregistrer leur voix, d'enregistrer leur écran. Il y en a que c'est des sondages, mais dans le fond, on voit tout le test sur la plateforme, puis aussi, ils nous aident avec le recrutement. Puis il y a toute la partie de, tu sais, il faut les payer. OK. Puis des trucs comme ça. Il y a une compensation souvent. Oui, une compensation. Ben, toujours, nous, on donne toujours de l'argent ça peut être aussi comme une carte cadeau ou quelque chose comme ça. Ben, c'est sûr, en plus, que votre utilisateur type, c'est des professionnels ou des petites business. Fait que, genre, un peu de sous, ça peut, quand tu as des marges puis un budget moins gros en petite business, ça peut faire du sens, c'est clair. Oui, clairement. Puis, il y a comme il y avait comme un débat, je me rappelle, là, que non, mais paye-les pas parce que si tu les payes, ça va être biaisé. Mais ça, je vois pas vraiment l'argument. Ouais, non. Il faudrait que tu payes en crise. Oui, parce qu'ils sont honnêtes, là, tu sais, on les voit, là, ils nous disent des trucs qui marchent pas pour eux. C'est aussi qu'ils vont ou veulent utiliser cette plateforme-là. Fait que pourquoi tu sais, s'ils blow smoke up your ass, genre, ils se nuisent à eux autres mêmes parce que la plateforme va pas s'améliorer. Non, exactement. J'ai une question de taste pour toi, de goût. Est-ce que tu penses qu'un bon sens du design, c'est inné ou développé? Ça dépend c'est quoi tu veux dire par design. Honnêtement, esthétique, un sens esthétique, mettons. Est-ce qu'il est beau ou pas? Principalement inné, un peu développé. OK, 80-20, genre? Oui, parce que si on dit design dans le sens de esthétique, là. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, ça peut dire plein d'affaires, mais esthétiquement parlant, parce que j'en vois du monde qui, tu sais, ça fait des années et des années qu'ils travaillent là-dedans puis sont encore pas très bons. Dans le sens de l'esthétique. Hein? Oui. Fait que ça, j'ai l'impression que ça, tu peux être quand même né puis ça peut se développer puis être meilleur, là. Tu sais, c'est sûr que dans les années, je me suis probablement améliorée, mais quand on parle esthétique, c'est souvent beaucoup, avoir l'œil. Puis comment tu le développes si, mettons, tu as la chance d'en avoir un peu déjà? T'sais? Ben, moi, je dis beaucoup de vraiment consommer beaucoup de trucs visuels. Là. OK. Vraiment être comme à l'affût d'un peu de tout. Là, être un bon designer, numéro 1 aussi, c'est genre être un bon observateur. Fait que, tu sais, faut que tu absorbes tout ce que tu vois autour de toi, là. Vraiment tout. Que ce soit aller dans une exposition à musée, que ce soit lire des magazines. Mais surtout, genre, c'est un peu difficile pour moi, mais tu sais, consommer du produit. Puis je dis c'est difficile pour moi parce que ça fait que t'es dans du produit tout ton temps, là. T'es tout le temps en train d'être sur ton cell, sur ton ordi. Numérique, mettons, là. Ouais. Pour avoir un éventail dans ta mémoire court terme de genre, c'est quoi du bon ou pas bon produit, mettons. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que faire ça m'aide beaucoup. OK. C'est un edge, mais c'est genre fatigué un peu. Tu le fais-tu un peu à la va-vite ou comme freestyle ou genre t'es systématique puis t'as comme un swipe file ou des fichiers d'inspiration puis tout ça? J'ai les deux. OK. Dans le sens de quand je suis en mode travail, là, je suis vraiment organisée puis genre, j'ai vraiment ça. C'est sûr qu'il y a si le monde ne connaisse pas Mobin, c'est vraiment une bonne ressource pour. Ah, c'est quoi déjà? Quelqu'un m'a parlé de ça. C'est quoi ça fait? C'est plein de plateformes, des screenshots de plateformes. Puis c'est comme vraiment séparé par flow. Puis tu peux vous chercher un mot en particulier ou un flow en particulier. Mettons, tu fais un onboarding, tu cherches onboarding. Ça te montre, ils ont des sites, des apps, puis des mobile apps. Fait que c'est ça, déjà à base, là, tu peux voir tellement de flow puis tellement de UI différents. Ça s'écrit comment? Mobin. Mobin. C'est vraiment bon. Mobin. Ouais. Il faut payer, par exemple, là, mais ça vaut vraiment la peine. OK. Je vais le mettre dans les show notes. C'est-tu cher? Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est la business qui paye, bro. Ouais, ça ressemble à ça. C'est sûr que c'est la beauté de travailler pour des grosses entreprises. Il y a du budget pour le tooling, tu sais. Oui, clairement. Si tu regardes les SaaS en général, y a-tu des fruits pendouillants? C'est-à-dire... Non! C'est ma traduction. C'est ma traduction maison de low-hanging fruits. Au niveau UI, UX, que tu penses qu'il serait facile à corriger ou que tu vois souvent, genre des erreurs dans les produits? On en a parlé un peu. Ben, 2 trucs que je pense. On en a parlé un peu, mais copy, genre content. OK, ouais, les mots.
Ouais. Okay. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est lowest fruit pendouillant. C'est hot. Je vais le réutiliser. Oui. Parce que, justement, à cette heure, t'as pas besoin d'un développeur. Tu fais ça toi-même. Puis, tu sais, juste, même si t'as pas de UX Writer, juste commencer par être consistant. Genre, être consistant à travers ton produit quand tu parles de quelque chose, ça va 100% aider. Quand tu t'adresses à l'utilisateur aussi. Ouais. Est-ce que tu parles au vous? Est-ce que tu parles au tu? Avoir une voix, voice and tone. Ouais, exact. Ouais. Ouais. C'est vraiment comme facile. Là, ouais, c'est fou, mais ça paraît aussi, ça montre que tu es une designer peut-être pas junior, mais que tu comprends c'est quoi le design, c'est communiquer, tu sais, c'est genre représenter des idées, mais ça se fait pas juste avec des rectangles puis des drop-downs. Ça se fait aussi avec la rédaction et l'écriture. Ouais. On en aurait-tu un autre, peut-être, un low-hanging fruit? L'autre que je pense, c'est aussi pas tant relié au design, dans le sens que je pense que si c'est un B2C, même B2B, ça marcherait, je pense avoir vraiment beaucoup de ressources. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Genre help resources. OK, ouais. Parce que, encore, je pense que c'est un vraiment low-hanging fruit parce que tu peux faire ça sur un site web ou genre sur un intercom of this world, like, n'importe quoi genre d'aide. Puis ça te prend juste comme quelqu'un qui rédige, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Puis de plus en plus, je vois vraiment que les utilisateurs cherchent ça. T'sais, c'est pas juste comme tu fais juste ça pour l'avoir. Là. Le monde sont vraiment à la recherche de, tu sais, comme vidéos, d'articles d'aide, de blogs, and trucs like that. Là. Fait que tout ce qui est... il y avait un rôle chez Douda que j'aimais bien. La fille était super sweet. C'était genre education designer ou quelque chose dans le genre. Ouais. Learning designer. Ouais. Est-ce qu'elle elle investissait beaucoup dans genre créer une académie de ressources, de cours, de tutoriels pour apprendre Douda. Mm-hmm. Et à designer des vidéos, des templates pour que les gens... Ça, c'était vraiment cool. Ouais, tu sais, il y en a qui diraient peut-être que c'est comme une béquille parce que ton produit est pas assez bon. Tu sais, je dis pas ça, là. C'est vraiment comme c'est comme un plus. Puis si on parle de low-hanging fruit, c'est quelque chose, justement, t'as pas besoin de dev resources. Parce que c'est tout le temps ça le problème. Le problème, c'est dev resources, ça nous prend du monde, puis on l'a pas. Fait que si on parle de trucs comme ça, c'est ça. C'est sûr que là, je peux penser à plein d'autres exemples. Non. Mais c'est, ouais. Non, c'est excellent, vraiment. On a parlé d'AI brièvement. Tu as mentionné, mettons, l'utilisation de cursor dans ton flow de design. Y a-tu d'autres outils AI qui soient des usuels suspects ou des trucs plus niches que tu as expérimenté avec, utilisé ou que tu veux parler? Laisse-moi y penser. Ben là, c'est sûr que, tu sais, on utilise ChatGPT tout le temps, là. Donne-moi un exemple. Ben, content. Parce que nous, on a comme une règle que quand tu designs, t'as pas le droit de mettre de lorem ipsum. Jamais. Okay, intéressant. Pourquoi? Même s'il y a un writer qui va revenir dessus puis qui va le corriger. Parce que sinon, c'est fake, là, dans le sens que, justement, le contenu, c'est tellement important que même si tu designes un wireframe, t'as pas vraiment le droit d'avoir de... Ben, je dis, on a cette règle-là. C'est peut-être ma règle. Chez Wix, on avait cette règle-là, puis genre, je la garde chez Honeybook. Ben, moi, j'ai vu du lorem ipsum être mis là rapidement dans des mock-ups ou des nouvelles features, puis rapidement, tu te rends compte, quand vient le temps de actually écrire les choses qui vont là, le lorem ipsum, comment il a été mis là, prend trop de place ou pas assez de place pour la vraie information qui doit vivre là. Puis là, c'est comme ça fait plus pantoute dans le design, puis ça gosse. Là. Ouais. Ouais, ça, c'est clair, là, en tant que, genre, l'espace que ça prend, mais aussi juste comme le message que tu veux faire passer par ton écran, il y a tellement qui passe par les mots que, tu sais... je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est pas juste un espace vide dans lequel on va mettre le texte qui va fitter là. C'est comme, non, si tu dédies de l'espace à des mots, ben, il faut qu'il y ait une intention concrète. Tu le dis bien mieux que moi. Exact. Merci. Je suis content. Mais tu sais, c'est pour ça que je dois dire que ChatGPT, surtout que, tu sais, pour moi, l'anglais, c'est une langue seconde, là. OK. Fait que je l'utilise vraiment beaucoup pour avoir comme un base de ce que je pense que je veux communiquer, puis après ça, mon UX Writer vient, puis on discute, puis tout, là. Malade. Fait que, puis ChatGPT, juste parce que chez Honeybook, vous avez des licences d'OpenAI ou... Non, mais genre, tu te taponné avec les Gemini, Claude... J'ai taponné, puis je dois dire que pour ça, ChatGPT, c'était le mieux pour moi. Ouais. Claude, c'était meilleur pour genre générer du code, exemple. Puis le Gemini est bien meilleur pour faire des images à cette heure. T'as-tu vu ce que Claude ont fait comme projet avec Rick Rubin? Non. Au niveau du generative art, mettons? Ah non. C'est insanement beau.
Ah ouais. Ouais, je t'enverrai ça. Ouais. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais puis ça crée des artefacts dans Claude que tu fais remixer, puis en natural language, leur dire genre, OK, change ça, puis c'était des animations un peu... je suis même pas capable de l'expliquer comme du monde. Fait que Trop je vais hot. juste le... Bon, ouais. Envoie-le-moi. Je vais juste le mettre, je vais juste l'envoyer. OK. Mais tu sais, exemple, en tant que... Si on parle d'illustration, exemple, ça, je l'ai fait plein de fois qu'exemple, je faisais un concept pour Venmo, exemple. OK. C'est genre un partnership, OK? OK, oui. Puis, fallait que je dessine des illustrations pour Venmo. Mais moi, je connais zéro leur brand language. Ouais. Fait que je faisais juste feeder plein d'illustrations que je trouvais d'eux autres. Ah. Ben là, à l'époque, je le faisais dans ChatGPT, mais là, il faut qu'on switch, là. OK. Parce que là, Gemini est bien meilleur, je pense, pour les illustrations. Ouais. Fait que tu feed le truc, puis ça m'a créé plein d'illustrations que je pouvais utiliser juste de même. Puis tu sais, c'était juste pour un concept. Ça m'a pris 5 secondes. Puis, tu sais, c'était... C'est une attention aussi que le partner ou le client va faire « Oh shit, ils ont quand même pris le temps de s'approprier un peu le brand, tu sais. » 100%. Très, très, très cool. Ouais. As-tu joué avec Midjourney? Oui. Oui? Oui. Et c'est comme plus créatif, hein, Midjourney. C'est comme pas, je sais pas comment dire, fonctionnel. C'est artsy, je dirais. Puis c'est juste que, pour moi, Midjourney, dans le temps, at least, là, je sais pas récemment, mais dans le temps, c'était comme moins facile à utiliser parce qu'il... T'es dans Discord encore? Ouais. OK, ouais, là, on est dans un autre niveau à cette heure. Là. C'est vrai? Ouais, moi, toute la direction artistique du site web de la conf. Tu le fais ça où? Je l'ai toute faite dans Midjourney, dans un GUI, là, vraiment sick, midjourney.com. Là. OK. C'est rendu genre que t'as pas besoin de mettre 2 tirets, prix ça avait pas rapport, whatever. ça. Mais ça fait combien de temps que c'est le même? Ça, c'est fou, hein, tu vois? Plus d'un an. Plus d'un an? Ouais. Bon, je suis en retard là-dessus. Chris, ça bouge tellement vite partout, on peut pas catcher up tout. Mais... Il y a trop d'affaires. Mais moi, là, je te jure, mon flow, là, il était insane pour la conf. Là. Moi, la manière d'obtenir quelque chose que je trouve esthétiquement genre plaisant, c'est de brute. C'est de brute forcer à travers beaucoup de générations d'images. Puis là, les sauveurs de la planète vont me dire « T'es cave, tu brûles les GPUs. » Fucking soumis. Mais genre, ce que je fais, c'est que j'écris un mot ou un concept bien boboche, le genre « A founder sleeping at his keyboard. » Ou « their keyboard. » OK. Pour être plus inclusif. Puis là, je génère des images. Elles sont toutes lettres. Alors ça, je joue avec les paramètres de Midjourney, mettons, au niveau weird, stylization, puis variety. T'as comme des sliders physiques, là, c'est plus genre des paramètres. Là, après ça, j'en génère un paquet d'autres. Là, je trouve des seeds, mettons, de 2-3 images, je suis comme, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Là, après ça, je pogne la fonction genre, ça s'appelle vary. Fait que tu peux générer des variations de cette image-là dans Midjourney, soit subtle ou heavy, mettons. Là, je clique fest, là. Puis là, j'en génère, mettons, une 50aine d'autres. Là, je check. Ça, c'est complètement débile. Je refais vary là-dessus. Jusqu'à temps que je pogne un peu une coupe d'images que je suis comme, ça, c'est trop sick comme style. Puis après, pour en générer d'autres, je prends ces images-là, je les mets en référence dans l'UI directement. Je dis, fais-moi tel concept, mais avec ce style-là. Ouais. Puis là, je me monte un mood board. Il y a une feature à cette heure de mood board dans Midjourney. Puis après, quand tu es dans le petit chat prompt de Midjourney, tu peux lui dire, hey, utilise comme inspiration le mood board numéro 1, qui est celui pour, mettons, ma conférence annuelle. Mais là, fais-moi un speaker qui fait ça. Puis il prend tout ce qu'il y a là-dedans, dans le fond. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Puis là, tu peux genre en générer une coupe, puis c'est bien moins long à arriver exactement à ce que tu veux, parce que c'est comme plus scopé. Toutes les images de speakers, de commanditaires pour le fun que j'ai fait dans la conférence, c'était ça. Nice. Ouais. Mais je l'ai vu, en plus, ça look. Ouais, merci. Tu trouves? Ouais. Chris, man, je suis né avec du taste. Non, mais honnêtement, tu trouves ça vraiment cool. Tu y vas comme essai-erreur, dans le fond. Là. Tu fais comme, OK, ça, j'aime pas ça. Ouais, puis c'est dur à... Tu sais, là, j'ai comme... C'est cool. Pendant un bout, je me disais, OK, je générais des images à partir de ce mood board-là. Puis je me disais, Chris, c'est pas ce que je veux, mettons. Puis là, vois-tu, ça m'a forcé à reculer, genre, dans ma stratégie, puis dire, pourquoi j'aime pas ça, genre? Oui, il y a des grains. Moi, j'aime beaucoup ça quand c'est comme grainy, là, le genre de texture. Ouais. Oui, la couleur est pas contrastée. Puis là, j'ai comme fait, hostie, dans toutes les images que j'aime, mettons, il y a un appareil ou un hardware qui est comme un peu computer-ish, puis rétro. Il y a tout le temps ça. OK. Dans toutes celles que j'aime, c'est genre isométrique. C'est genre en 2D bizarre, un peu comme Diablo. Fait que là, j'ai comme fait, OK, c'est ça, genre, que j'aime. Mais tu sais, il a fallu que je vomisse un paquet d'images, puis qu'après ça, je pogne les nuggets. Ouais. Non, mais c'est ça que je trouve cool. C'est qu'exemple, sans avoir l'AI, t'aurais pas pu générer ça, puis comme comprendre que c'est ça que t'aimes. Puis c'est chill.
honnêtement, moi, le monde qui disent, là, on n'aura plus besoin d'artistes ou whatever. Ah, je pense pas. Je pense pas. Non. Parce que c'est vraiment juste, c'est un outil pour arriver à genre, qu'est-ce que tu veux, puis genre. 100%. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Désolé pour la parenthèse, c'est juste, ça m'a vraiment fait triper de travailler là-dessus puis d'en parler avec quelqu'un qui... Ben, merci de me le dire, honnêtement, j'ai pas essayé ça depuis tellement longtemps. Ben, on s'en reparlera, sure. OK. Parlant des AI, j'ai mentionné les AI chez Wix un petit peu, tu sais, que j'ai testé rapidement puis j'avais comme pas été satisfait. Ouais. Toi, tu vois-tu les AI bien intégrés dans certains produits, mal intégrés dans d'autres, que ce soit Honeybook ou d'autres, là, si tu peux me jaser de ça? En ce moment, on est encore dans le mal intégré, je pense, là, dans la plupart des... Je dis pas juste dans les exemples, là, mettons, chez Wix ou dans ma startup. Dans notre startup, on a comme réalisé un peu tard qu'on était en retard sur le AI. Okay. Puis à cause de ça, on a fait un peu plaster de genre, ça nous prend un chat. Tout le monde fait ça. Genre, je vois plein de memes de genre, CEO says, we need AI. Puis là, fait pas, oh, really? OK. What do we do? A chat. C'est un peu ça. Puis on a un peu fait ça, mais là, on backtrack en ce moment, puis on réalise un peu que la vraie force du AI en ce moment, c'est juste que ça soit vraiment intégré dans ton workflow. Là. Ça peut être transparent, ça n'a pas besoin d'être genre... Tout le monde fait en ce moment... Le AI, c'est genre un gradient purple and pink avec des petits sparkles. Oui. Tu sais, on dirait que c'était ça, là, parce que c'était comme c'était nouveau, puis c'était marketing de faire ça. Ouais. Mais là, à cette heure, on backtrack, puis on est vraiment l'avoir vraiment intégré, que c'est transparent, que tu le sais pas que c'est du AI. Exact. C'est qu'au début, c'était comme on va crisser dans notre H1, dans notre pitch deck, dans notre UI, genre AI, on va mettre la baguette magique, les sparkles, tout ça, pour dire, hey, on est dans le gang, là, on est dans le game, genre, considérez-nous. Ouais. Puis là, je vois le shift que tu parles dans certains produits, parce que moi, on me pitch des nouveaux produits, des nouvelles affaires, puis il y en a qui sont encore AI, mais il y en a que t'es comme, OK, clairement, ta value prop, puis la promesse que tu me fais, elle n'existe pas sans du Gen AI, mais tu me parles pas de ça. Je trouve ça intéressant de se concentrer sur le cas, le problème à régler, le code d'utilisation, le workflow, sans dire c'est les AI qui rend tout ça magique. Fait que ça commence à le normaliser puis à juste l'intégrer dans nos produits sans en faire une espèce de second coming of Christ, là, genre. Ouais. Surtout que là, totalement, puis surtout qu'en ce moment, il y a vraiment du AI fatigue. Ouais. Genre, nos utilisateurs nous le disent, ils sont comme, OK, là, on a compris, là. on a compris, là, que vous avez du AI puis tout. Puis, au début, c'est drôle parce qu'on a eu un GTM que c'était ça, là. C'était genre AI. Puis finalement. Un GTM go-to-market? Ouais, on a eu comme un espèce de moment marketing de genre Honeybook AI. Ouais. Puis là, on gradue un peu à genre plus un business partner. Que, tu sais, on est comme là. Ben, c'est vraiment aligné avec notre message de ce que je te disais avant, là, de sauver du temps, puis on te donne des insights sur d'autres business dans le même. Très cool, ça. Dans le même area, dans le même industrie, puis tout ça. Fait que ça serait-tu parce que je veux un exemple concret, mettons, d'une feature ou d'un workflow propulsé ou aidé par les AI dans Honeybook? Ben oui, dans le sens que là, on a des outils pour te parler de ton cash flow. Exemple, le cash flow, c'est vraiment important pour ces business-là parce que souvent, ils savent pas vraiment combien ils font. Ouais. Tu sais, s'ils sont cash positive. Fait qu'on a des outils de cash flow puis on peut donner des prédictions. De genre, tu vois que... Puis ça revient à ce que je te disais un peu à propos du loan, dans le sens, on voit que en tant que... Il y a beaucoup de seasonalité. C'est un photographe de mariage. Bon, en été, c'est très populaire. Fait qu'on peut leur dire, même si tu startes ta business, là, on peut te dire, si je regarde tout le monde à Austin, qui est un photographe pour des mariages, ça, c'est la saisonnalité. Mais là, tu vas avoir vraiment un dip dans ce mois-là. Fait que là, peut-être tu pourrais te penser, mets de l'argent de côté pour tes taxes, mets de l'argent de côté pour pour avoir. Puis si tu veux un loan, ça serait le bon moment. Si tu as des charges fixes qui vont continuer de rentrer, mais que tu as moins de revenus, il faut que tu le saches. Puis tout ça. Ouais. C'est très cool, cet aspect-là. Je savais pas que Honeybook faisait ça. Shopify, ils ont commencé à faire ça. Il y a un bout aussi, de genre, financialiser un peu le e-com puis aider les marchands à ce niveau-là. Là. Ouais. Ben, des fois, on se vend un peu, en tout cas. Le Shopify des. Le Shopify des services. Ouais. Je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Ben, je veux dire, c'est tellement un meme fort, le Shopify de. Je comprends pourquoi le monde fait ça. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ce soit Honeybook ou si tu as encore des contacts chez Wix ou sûrement, as-tu l'impression que le monde embauche moins de designers? Si oui, c'est juste le downturn économique qu'on a vécu ou c'est comme l'AI, carrément? Je pense que
Ouais, il y a eu un vraiment gros high. Pas chez Honeybook parce qu'on était vraiment basé sur donner des services. Fait qu'avec la COVID, donner des services, ça a vraiment baissé. Ouais. Mais chez Wix, là, ils ont engagé en malade parce que tout devenait vraiment en ligne avec la COVID. Puis là, quand il y a eu le downturn de la COVID, ben là, c'est sûr qu'ils ont vraiment arrêté d'engager du monde chez Wix. Là. Ouais. Ça a vraiment baissé. Je pense pas encore qu'on est à moins engagé à cause du AI. Pas encore. Je pense que ça va. Si on voit, ça a commencé pour les devs, je pense. 100%. Fait que si on voit la curve, là, moi, je pense que ça va arriver. Puis ça va être sûrement toucher plus les personnes qui sont plus juniors. Là. Ouais. OK. Tu as négocié des salaires, des conditions dans les grosses compagnies. Je pense que tu as été entouré de monde aussi ambitieux dans leur carrière puis qui ont eu à faire ces négos-là puis tout ça. Y a-tu des conseils que tu peux donner pour bien négocier son salaire en entreprise tech? Ben, la seule affaire que je me dis tout le temps, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent, quand tu es rendu à négocier le salaire, ils peuvent encore enlever l'offre. Puis je suis comme, non, mais si ils sont rendus, tu sais, j'ai été aussi de l'autre bord de la table, puis j'ai engagé du monde. Si je suis rendue à faire une offre, puis tu me dis, OK, je veux ça de plus, même si moi, je suis pas à l'aise, je veux juste te dire que je suis pas à l'aise. Je vais pas faire, je te retire l'offre. Fait que, mon seul conseil, parce que j'ai été aussi la petite nouvelle de Québec, quand je suis arrivée à San Francisco, j'ai pas négocié bien du tout, là, faut dire. Okay. Puis là, c'est sûr que, j'ai appris à mieux négocier, mais c'est juste, c'est comme j'aime toujours un peu plus haut que je devrais. Ouais. Puis au pire, ça marche pas, puis ils vont me dire c'est quoi qu'ils sont confortables, puis c'est ça que je vais signer, tu sais. Il y a un de mes amis qui m'avait dit, j'avais lu ça sur Reddit, blablabla, mais négocier son salaire puis sa compensation, c'est quelques minutes d'inconfort et de friction contre souvent des dizaines, si c'est pas plus, de milliers de dollars. Clairement. Fait que tu sais, c'est comme un petit pain que ça vaut la peine de se taper souvent. Là. Ouais, puis c'est même pas, je dois dire, c'est même pas tant un pain. Tu sais, moi, en étant de l'autre bord de la table, je pense que presque tout le monde que j'ai engagé a négocié son salaire. Okay. Ou si c'est pas négocier son salaire, a négocié quelque chose. Tu sais, soit plus de vacances ou, tu sais, si on dit, ben écoute, c'est ça que j'ai pour ce level-là, ben il y en a qui se font, OK, ben je veux plus de stock ou ben je veux plus de vacances. Tu sais, c'est vraiment commun, tu sais. Puis c'est-tu une... qu'est-ce que tu penses du job hopping? Trouves-tu que genre on l'a trop vu, on l'a trop fait en tech ou si t'es pour le faire, c'est quoi, tu sais, combien de temps tu devrais passer dans une business avant d'aller... Ben, moi, je dois dire que j'ai pas tant fait de job hopping. Là. Je suis restée 6 ans, puis là, 2 ans, j'ai pas tant fait. Je comprends pourquoi le monde le font, parce que souvent, c'est la seule façon que tu peux vraiment améliorer tes conditions. Là. Oui. Il y a pas d'autre moyen, vraiment. Là. C'est un peu dommage, à moins que tu sois dans une compagnie qui... Tu sais, comme dans ma compagnie actuelle, je vois qu'ils care vraiment pour les gens qui travaillent déjà là. Tu sais, des fois, il y a des compagnies qui ils vont engager quelqu'un à un salaire plus haut que quelqu'un qui a été là pendant des années, tu sais. Mais je pense pas que c'est mal vu, mettons. Faut que ça soit plus qu'un an, je pense. 100%. Moi, ça a toujours été un flag, puis ça le restera toujours. Ouais. Genre, si t'es... En fait, c'est que je vais donner une chance aux coureurs, évidemment. Mais si t'es à 6, 8, 9 mois pour plusieurs compagnies, ben c'est comme what's up, tu sais. Ouais. Genre, ça se peut que t'as été bad lucké. Ça se peut très bien. Ça se peut aussi qu'il y ait un enjeu avec toi, que t'as pas encore trouvé ton fit ou ce que tu veux ou t'es bon. Mais, tu sais, c'est comme... Je pense pas que générer plus de valeur que le salaire que tu as pris de la compagnie, je pense pas que tu peux le faire en moins d'un an. Ou rarement. Là, genre. Non, vraiment pas. Ça coûte cher onboarder quelqu'un. Là. Oui, man. Fait que faut que ça vaille la peine, t'as raison. T'as parlé de mentorat. T'as dit, genre, au niveau mentorship, des fois, des nouveaux designers, tout ça, que ce soit les gens de la maîtrise quand tu vas leur parler ou genre des nouveaux qui rentrent dans ta job, t'as-tu des conseils sur comment tu fais pour bien mentorer quelqu'un dans son craft? Dans le craft spécifiquement? Ouais. Ouais, dans le craft spécifiquement. Pas tant. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment du... faut t'en fasses, là. Tu sais, dans le sens que quand j'étais vraiment junior, ben, justement, à la maîtrise, je disais ça, là. Quand j'ai commencé à travailler, justement, j'ai fini la maîtrise, j'étais plus justement en côté recherche, écriture. J'avais moins l'impression que j'étais hands-on. Okay. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc qui s'appelle, je le dis à tout le monde parce que ça a vraiment changé ma vie, là, honnêtement. J'ai fait, ça s'appelle Daily UI. Ouais. C'est quoi ça déjà? C'est qu'à chaque jour,
t'as comme un site. Si tu cherches Daily UI, il y a comme un site. Ça dit juste 1, sign up. 2, check out. 3, c'est tout le temps comme une page différente. Puis à chaque jour, c'est quand même heavy, là. À chaque jour, j'en faisais un. OK. Fait que je me rappelle, là, je revenais à San Francisco dans le train, puis je faisais ça. Mais ça te force vraiment à penser à un concept. Parce que t'as zéro concept, t'as juste un mot, là. Fait qu'il fallait que je passe... Mettons, je faisais un sign-up, il fallait que je pense à un brand. Puis il fallait que je le fasse. Ouais. Puis ça m'a forcé à apprendre des softwares que je connaissais pas. Puis c'est juste d'en faire. Dans le sens que plus t'en fais, plus t'évites. Plus t'évites, plus tu fais plein de... C'est genre ma force, là. Je peux pousser tant de features vite que, tu sais, puis c'est après des années et des années de genre shortcutting puis de genre knowledge de qu'est-ce que tu peux faire pour sauver du temps, tu sais. Ouais, je pense que c'est faire les répétitions, investir le temps pour faire le travail. Tu sais, c'est comme des affaires simples, mais comme si tu le fais pour vrai. Oui. Puis d'en voir, tu sais, ça fait partie de si tu fais une petite recherche pour ce concept-là qu'il faut que tu fasses, t'en vois plein d'exemples. Fait que c'est juste comme être exposé. Puis comment tu donnes du feedback aux gens que tu mentors, mettons? Constructif, peut-être? Le feedback, c'est vraiment une science. OK, vas-y. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, puis ça, c'est quelque chose que dès que je mentors quelqu'un, c'est une conversation que j'ai souvent ouvertement, là, que, tu sais, le feedback, c'est vraiment un cadeau. Dans le sens que si je te dis un feedback, c'est pas parce que je te critique ou quoi que ce soit, c'est plus que je prends de mon temps pour formuler, puis regarder ce que tu fais, puis formuler, tu sais, comment tu pourrais t'améliorer, puis tout, puis c'est comme vraiment... Il faut que tu le vois. Ouais, c'est un privilège. En tant que junior, là, moi, j'essayais d'apprendre puis de recevoir le plus de feedback possible. Je montrais mes affaires à n'importe qui, là, tu sais, qui voulait voir, là. Puis il y a aussi un truc chez Wix qui disait, là, tu peux avoir du feedback de n'importe qui, là, que ça soit la femme de ménage sur l'étage, que ce soit quelqu'un qui fait ton déjeuner, tu sais. Le feedback de n'importe qui est comme égal un peu. Ah, mais il y a une légende urbaine là, de la femme de ménage chez Wix là, qui passait en arrière des écrans designers et qui criait 16 pixels à droite, 16 pixels à gauche. Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est pas vrai. Je trouve ça drôle. Non, mais pour vrai, il y a vraiment ce truc-là chez Wix que le feedback peut venir de n'importe qui. Puis souvent, on présentait nos trucs à... C'est hot, ça. Mettons des support agents ou, tu sais, on faisait des meetings avec du monde qui, normalement, on recevrait pas nécessairement de feedback d'eux, là. Mais, ouais. Fait que toi, dans le fond, t'es mentoré, tu leur dis check bien, là. Tu vas venir, tu vas travailler avec moi, là. Puis, tu vas me montrer tes affaires, puis mec, je te dis que c'est de la merde, tu vas me dire merci, OK? Non, mais tu sais, c'est sûr. C'est sûr que aussi, c'est pas juste recevoir. C'est pour ça que c'est une science. Là. Recevoir du feedback, c'est quelque chose, mais donner, c'est vraiment aussi, il y a toute une science derrière ça. Là. Ben, rends-moi ça pratico-pratique. Mettons, je suis un junior designer, puis je t'arrive avec mes beaux bébelles que j'ai faites sur Midjourney, puis je te dis, c'est-tu beau, c'est-tu bon? Tu fais quoi? Tu fais-tu genre... tu es dans Figma, puis tu mets des comments. Tu t'enregistres-tu sur Loom? Tu viens-tu me voir au bureau, puis tu t'assois à côté de moi? Tu m'envoies-tu un script? Qu'est-ce que tu fais, genre? Bonne question. Quand j'étais manager plus junior, j'avais l'impression que justement, il fallait que j'aille dans Figma puis que j'écrive absolument tout ce qui était, ce que je trouvais qui était pas parfait, tu sais. Ouais. Puis ça, j'ai compris que ça marche pas en tout. Tu sais, parce que le monde sont vraiment... Tu sais, quand tu fais un design, tu mets tout ton âme dans ton design, là, puis chaque designer ferait quelque chose de différent. Fait que, tu sais, quand tu vas, puis tu commandes comme ça, c'est vraiment la pire façon de faire. Mais il y a plein de places que c'est comme ça, là. Tu sais, c'est comme un peu encore le artsy type de genre, on fait un art crit. Tu sais, tu montes ton truc, puis tout le monde est comme non, non, non. Mais c'est pas ça, là. Fait que, non, moi, tous mes feedbacks, maintenant, j'ai fait tout le temps comme one-on-one. Ouais. Jamais vraiment offline. OK. Puis, ça part que aussi, souvent... ça peut jamais vraiment offline? Oui, non. Dans le sens que quand je fais des feedbacks, ça va être genre dans une session. On va être ensemble, puis je vais te dire ça, toi, tu penses à ça, ça, tu penses à ça. Je comprends. Je fais très rarement jamais async, mettons. C'est ça? Oui. OK. Très rarement offline. Okay. C'est ça que je voulais dire. Next question. Ouais. Comment tu vois le rôle de designer UX évoluer dans les 5 prochaines années? Je pense qu'on va être beaucoup plus, justement, à côté stratégique. Je pense que, tu sais, on va être plus côté... un peu product manager. Même si ça sonne moins bon pour moi. Là. J'aime vraiment le craft, mais qu'on va bouger des pixels, ça va s'en venir de moins en moins. Ça va être beaucoup plus de la direction, puis de la... Ouais. Fait que y a-t-il des compétences à cultiver avec un futur comme ça? Genre? 100% product thinking.
justement, genre, traduire des problèmes en feature. Ce que beaucoup de product managers font en ce moment-là. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je me dirige de plus en plus de faire justement du product management. Encore vraiment axé UX, mais tu sais, les meilleurs, je pense que les meilleurs designers vont plus faire de la conception de produits, mais sur le côté plus produit. Ce qui est weird, c'est que pour être bon là-dedans, il faut que tu en aies fait. Il faut que tu te sois salé les mains. Fait que d'après moi, il va y avoir pour les juniors, il va y avoir des programmes là, aussi plates que quand comme t'apprends à calculer avec des chiffres sur une feuille et non une calculatrice, là, parce que faut que tu catches un peu la logique de la chose, là. Ouais, moi, ça va être ça pour le code, ça va être ça pour le design, ça va être ça pour plein d'affaires. C'est vraiment un moment comme fucking difficile. Weird. Ouais, c'est vraiment difficile parce que je me sens vraiment chanceuse que j'ai été genre dans le moment, dans le temps que, tu sais, ça a été vraiment le parfait timing pour avoir cette carrière-là. Parce qu'à cette heure, c'est comme, on n'est plus dans le, tu sais, tu sors de l'université et tu as un job immédiatement, là. Non, c'est vrai. Ouais. On a quelques jeunes designers qui écoutent le pod. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut faire carrière en UX aujourd'hui, ça serait quoi? Même si c'est tough comme question. Ça serait de, genre, moi, en tout cas, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pas être trop piqué au début. Ah ouais, je comprends. Dans le sens que, en tant que designer, je trouve tout le temps de quoi de le fun à la job que je suis en train de faire. Tu sais, même si ça peut être une interface vraiment plate, il y a tout le temps comme de quoi tu vas apprendre. Tu sais, soit justement, genre parler avec des différents stakeholders. Ou tu sais, comme une façon d'apprendre quelque chose, de parler avec les utilisateurs, whatever. Je trouve qu'il y a tout le temps quelque chose. Fait que juste comme, il va pas avoir la job parfaite, là. Ouais. Il va jamais avoir la job exactement que tu cherches, dans le domaine que tu cherches, avec le monde que tu veux. Fait que moi, au début, j'ai comme, c'était vraiment pas la job que je voulais au début, mais j'ai comme fait, OK, c'est un pied dans la place, puis je vais apprendre ce que je veux apprendre. Puis ça m'a vraiment aidé à kickstart, puis après ça, tu peux devenir plus piqué dans les jobs d'après, là. Saute dans l'eau, puis tu changeras de piscine plus tard. Ouais. OK. Puis si, mettons, il y a quelqu'un qui est comme, tu sais quoi, moi, tout ça m'intéresse de comme aller expérimenter d'autres cultures, puis pas juste d'être nomade digital, mais d'aller vivre et travailler ailleurs. Mais quelqu'un hésite, mettons, à s'expatrier. Y a-tu un conseil que tu lui donnerais? Pas y penser à deux fois. Pour vrai, parce que si tu y penses trop. Partira pas. Ouais, il y a comme. C'est vraiment gros, là, déménager. Il y a tellement d'opérations aussi derrière ça, parce que ça prend un visa, ça prend une place où habiter. Puis c'est comme quand même stressant. Fait que c'est plus pas trop penser justement, genre aux opérations, mais plus à comme qu'est-ce que ça va t'amener long terme. Puis au final, je dis tout le temps ça au monde qui me demande de déménager. Tu sais, au final, c'est partout un peu pareil. Ce que je veux dire, c'est que en autant que t'es comme la base, là, que t'es un toit au-dessus de ta tête, que t'as une bonne job, que t'as un petit cercle, ça n'a même pas besoin d'être genre des millions d'amis, là, tu sais, que t'as comme un petit cercle autour de toi. Au final, tu sais, c'est toi qui fais un peu ta vie, puis au final, intéressant, ça. Peu importe t'es où dans le monde, ta vie va être ce que t'en fais, dans le fond. Même en Corée du Nord? Ben là, je sais pas, parce que j'ai pas été là, mais tu sais, je veux dire, j'ai été quand même à une place qui était vraiment, tu sais, tu pourrais dire vraiment dangereuse, puis j'ai été très heureuse là, pendant. Tu sais, ça a été tough pendant un bout, mais j'ai aussi eu des moments vraiment super. Là. Ouais. Hâte de voir si ça va écrire Corée du Nord sur ton LinkedIn un jour. Imagine. Tu sortiras jamais. Hey, écoute, sur 10, mettons. Ouais. C'est quoi les chances que tu viennes vivre plus de 5 ans au Québec dans le restant de ta vie? À Québec ou au Québec? Au Québec. Au Québec, sur 10, 5, mettons. 5. Bon, tu ne donnes pas beaucoup de juice. On ne sait pas à quoi se tenir. Si ça va te survenir. Mais ça, c'est le genre de question, tu vois. Je me mets ça pour être sûre. C'est parfait. Un des SaaS que tu utilises qui t'amène le plus de bonheur? Tu sais, bonheur, j'aime vraiment Slack. OK, ça a l'air vraiment cheesy, là. Mais parce que c'est ça qui permet. Quand tu y penses, là, des compagnies comme Slack, là, c'est ça qui permet au monde de justement travailler remote et de travailler internationalement avec d'autres places. C'est comme. Ouais, c'est une colle importante. Ouais. Puis je l'utilise, c'est vraiment mon outil numéro 1. C'est pas nécessairement le plus le fun, là, mais c'est vraiment le truc que j'utilise le plus. Puis aussi, non seulement ça, je l'utilise pas juste pour la job, je l'utilise,
parler à mes amis, là, tu sais, vraiment, genre, mes amis de la job, là, on parle pas juste de job, dans le fond. OK. Wow, intéressant. Ouais. Tu feras attention, hein, écrivez pas trop de niaiseries. Là. On écrit tellement de niaiseries, là. Ils ont des backdoors, peut-être. Ouais, mais c'est pas tant. Les Israéliens sont bons en cybersécurité. Faut faire attention. Honnêtement, des fois, je me dis, au pire, ils peuvent vraiment le lire, là. Tu sais, il y a rien de... Oui. On est pas mal sur notre fin, homie. Est-ce que tu as des shameless plugs? N'importe quoi que tu veux promouvoir? Shameless plug? Non, pas vraiment. Je suis juste comme... Embauchez-vous ces temps-ci, mettons, chez Hollywood? On embauche, mais juste dans les hubs que je t'ai dit. Fait qu'on localement. San Francisco, New York. S'il y a du monde qui veut habiter à Tel Aviv. Ouais. Non, on essaie pas trop d'engager à distance. Souvent, le monde qui sont remote, c'est du monde qui ont déménagé. Je travaillais avec la compagnie. Je comprends. Ouais. Ouais. Est-ce que s'il y a des jeunes designers, des product managers, des founders qui ont des questions pour toi, qui ont trippé sur ton histoire, ton expertise, est-ce qu'ils peuvent t'écrire, mettons, sur LinkedIn? 100%. Je dis tout le temps, écrivez-moi sur LinkedIn. 100%, ça fait vraiment plaisir. Yansou Girard sur LinkedIn. Ouais. Yansou, merci, ce fut un plaisir. Merci! It's a wrap. Merci. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks, un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que
Je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!